It's time. Hélène, Allô? ça, on enregistre maintenant. Oh! Puis, tu m'as dit que tu fais pas des entrevues, des podcasts, t'es pas confortable? Non, mais j'ai déjà refusé des invitations à des podcasts, mais tu sais, j'ai rien à vendre, j'ai rien à dire, à mon avis. T'as beaucoup à dire parce que moi, je suis intéressé, j'ai beaucoup de questions. Mais t'as refusé qui? Comme des petites podcasts comme Sous-écoute? Et tu viens à mon podcast, c'est ça? Exactement. Non, ben tu sais, c'était au début des podcasts aussi, là, tu sais. Mike, il commence à aller faire au bordel. À la blague, il y a Michel Grenier qui disait « Ah, si j'embarque sur le podcast, j'aimerais ça le faire avec toi. » Mais tu sais, j'ai toujours refusé. J'ai pas rapport, là. Non, mais moi, parce que je suis vraiment intéressé à toi, comme je suis curieux de comment est-ce que tu as commencé. C'est clair, ça fait 3 ans que je te connais, depuis Juste pour rire 2018, je pense. On s'est rencontrés là-bas avec Mike. Mm-hmm. Puis, je le vois, puis on parle, on a une discussion. Tu adores l'humour. Anglais, français. Quand on parlait, bien sûr, tu connais la scène ici, mais je parlais avec toi de Bill Burr, puis tu adores l'humour. Alors, c'est comment que tu t'es devenu d'être une fan d'humour, puis tu es devenu maintenant, tu es une gérante. Oui. Tout ça, ça doit être une fucking histoire. Oui, puis en fait, moi, je me suis toujours trouvée chanceuse d'être un peu à la bonne place, à la bonne place au bon moment. Mais il y en a qui disent que j'ai travaillé fort aussi. Ouais, peut-être. Mais écoute, ça a été beaucoup de concours de circonstances, si on peut dire. En fait, pour vraiment commencer de la base, là, l'humour, je l'écoutais à la télé, surtout avec les galas juste pour rire, disons, mais comme sans vraiment comprendre c'était quoi exactement. Physiquement, on le voit là, que je suis pas pure laine. Là, je viens d'une famille vietnamienne. Mes parents sont venus ici dans les années 80. Moi, je suis née ici à Montréal, à Côte-des-Neiges. Fait que tout ce qui était comme culture québécoise, je l'ai comme appris à travers la télé. Puis même au-delà de culture québécoise, je dirais même culture canadienne, culture américaine. Tout passait par la télé. Mes parents travaillaient de la maison aussi. Fait que pour vrai, c'était comme notre seule occupation, là, mon frère puis moi, écouter la télé, écouter de la musique à la télé, écouter, anyway, tout à la télé. Ouais. Puis les galas juste pour rire, je sais pas si t'en as regardé dans le temps, là, mais c'était toujours quelque chose de super grandiose. Ça avait l'air comme un événement exceptionnel, puis de savoir que ça se passait ici à Montréal, à quelques rues de chez nous, en été, c'est quelque chose que tu fais comme « wow ». Puis, dans les références québécoises, si on peut dire, mes parents, ils parlaient souvent de Just for Laugh. L'été, on pourrait aller voir Just for Laugh. Mais ils faisaient référence surtout aux marionnettes à l'extérieur et tout, là, mais pour eux, c'était comme, c'était big, là, tu sais. Fait que même si on comprenait pas nécessairement le langage, le code des blagues et tout, ça reste quelque chose qu'on regardait à la télé. Fait que ça, c'est comme vraiment comme... Ça a toujours, évidemment, resté un peu dans l'espèce d'imaginaire collectif chez nous, là. Puis, tu sais, éventuellement, quand j'ai compris que c'était des spectacles vivants, puis qu'à l'école primaire, on montait des spectacles, puis c'était comme un peu le même univers, ben, tu sais, j'ai comme développé un intérêt à ça, mais sans vraiment comme... sans plus, là, tu sais. Puis, tu sais, quand t'es jeune, quand t'écoutes la télé, quand t'écoutes Much Music, les galas, tout ça, tu dis... c'est inaccessible, là, surtout pour quelqu'un de Côte-des-Neiges. Là, pour moi, c'était toujours des gens de talent qui se rendaient là par leur talent. T'sais. Fait que ça, je te dirais, c'est vraiment, vraiment la base. Là. Puis c'est venu tellement d'années plus tard où est-ce que j'ai commencé à écouter plus des émissions drôles. Un peu de stand-up aussi, comme mettons Chris Rock, là, quand ça passait à la télé. As-tu pensé déjà à faire une open mic? Jamais de la vie. OK. Alors, t'aimes ça, mais tu veux pas faire partie du spectacle. Tu veux être en arrière. Ah, absolument. OK. Tout le temps. J'ai jamais voulu être à l'avant-scène. Jamais. Même chaque fois que je vais aller voir un spectacle, que ce soit d'humour, théâtre, musique, whatever, j'ai jamais eu l'ambition d'être à l'avant-scène. Jamais. T'sais, moi, au primaire, là, faire des exposés oraux, c'était la chose qui me stressait le plus au monde. Puis même
Même aujourd'hui, là, m'adresser à plus que genre 2 personnes en même temps, c'est une hantise pour moi. Ça me gêne vraiment, puis je suis pas bien, tu sais. Il y a une statistique qu'on lisait, ça fait quelques jours, aux États-Unis. C'est ça le number one fear de tout le pays, c'est de parler au public. Je peux le comprendre. Je suis dans la statistique, ça, c'est sûr et certain. Moi, je suis pas gêné. Ben, pour des choses comme ça, pour parler, mais je suis gêné pour des choses stupides. Mais pour parler au monde, je peux parler à n'importe qui. Mais il y a des choses stupides qui ne doivent pas me rendre au-delà de parler à du monde, tu parles à des centaines de personnes là, quand tu fais des spectacles, puis tu n'as aucune gêne de comme, les remettre à leur place. Non? C'est parce que je pense que c'est tout du fun, puis tout le monde a du fun avec ça. Ouais. Alors pour moi, c'est plus facile. Parce que je dis, je dois pas avoir honte ou, tu sais, ils sont contents. Alors je suis d'accord avec ça, mais je pense que il y a d'autres situations que je vois que, oh shit, tu sais, lui a du courage, je m'excuse. Elle a du courage, mais moi, je peux pas faire ça. C'est pour des choses vraiment inutiles ou stupides. Je sais pas pourquoi je suis comme ça. On avait une conversation l'autre fois avec Poseidon, puis il était comme, ça me surprend beaucoup que c'est ça qui te fait peur. Tu parles à plein de monde avec le podcast, avec le stand-up, puis tu t'en fous. Ouais. Mais pour des choses petites, comme tu veux pas dealer avec ça. Je sais pas pourquoi je suis comme ça. Alors, mais je te comprends qu'il y a des choses que tu as peur à faire ou t'es gêné, c'est pour parler, mais tu connais le stand-up. Tu connais le stand-up vraiment bien, puis tu t'es impliqué dans ça, puis j'adore ça. Ben, tu sais, je le connais, mais je pourrais même pas écrire un bon gag, là, je pense pas. Là. c'est pas dans tes aptitudes. Je connais la culture, je comprends l'art, je comprends les codes, en fait. C'est peut-être ça que tu veux dire. Là. Je comprends le milieu plus qu'autre chose. Là. Mais c'est surtout que j'ai une passion, tu sais, comme, ben, c'est surtout... C'est une curiosité qui est devenue une passion, là, de toute façon. C'est le même que ça commence tout le temps. Tout le temps, excuse. Mais non, c'est ça. Mais pour revenir un peu à mon parcours, là, on était là-dessus. Ah. Écoute, non, je sais même plus où est-ce que j'en étais. En fait, au secondaire, je pense que ça s'est développé mon espèce de curiosité au monde du spectacle en général. Là. C'est comme, j'allais souvent voir les spectacles de théâtre. Il y avait une option théâtre à mon école secondaire. À Poste-Gérin-la-Joie d'Outremont, je pense que c'est encore reconnu pour ça. Là. Puis j'aimais ça. Comme, j'aime ça le flafla. On dirait que j'aime ça comme me faire vendre quelque chose. C'est comme une expérience surtout. Là. Fait que j'aimais ça. Puis évidemment, quand tu fais un choix de carrière rendu en secondaire 5, tu te demandes, comme je veux-tu aller là-dedans? Mais j'avais encore mon préjugé que c'était juste des gens comme riches et talentueux qui allaient en communication. C'est ça que je pensais aussi. Là. Ouais. Fait que je suis pas allée là-dedans au début. J'étais allée à Vanier. Pour faire quoi? Pour faire... ça s'appelait gestion de commerce. Tu sais, je sais pas. C'était une technique de 3 ans. Je me disais, tu sais, je sors du secondaire, 17 ans. Je fais ma technique de 3 ans, je pogne une job après. Mes parents vont être contents, je vais être contente de travailler. Puis finalement, ça n'a pas été ça du tout. Comment est-ce que ça s'est changé? En fait, je me suis inscrite. Je suis allée 2 semaines à Vanier. Les cours en anglais et tout. Là. Puis, écoute, le soir, je rentrais chez nous, j'ouvrais mes livres de marketing, puis j'avais aucun plaisir. Là. Okay. Là, je m'étais rendu compte que c'était surtout mon prof d'économie au secondaire 5 qui rendait ça intéressant, puis qui rendait le cours fun. Puis, j'étais comme, ça serait peut-être le fun, l'économie. T'sais. Puis, c'est une job safe aussi, là. Ouais. Entre guillemets. Puis finalement, c'est ça, au bout de 2 semaines, j'étais comme... J'avais même pas lu plus que 3 pages de mon recueil, puis j'étais comme... Maman, je pense que ça se pourra pas, là. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a capoté, évidemment, au début, là. Mais t'avais-tu une idée d'une autre comme carrière, ou tu disais, je sais juste que je veux pas faire ça? Ouais, c'était plus ça. Je voulais pas faire ça, mais je savais pas plus qu'est-ce que je voulais faire. Mais tu sais, à 17 ans, là, puis encore aujourd'hui, il y en a tellement, là, du monde qui se demande quoi faire. Là, ouais. À 17 ans, c'est dur de choisir a career path. Là, c'est bizarre qu'on se force, puis on force les jeunes de faire ça. Moi aussi, j'avais le même problème. J'avais peur de, oh shit, si je choisis pas une carrière ou c'est une path, je vais détruire toute ma vie. Ouais. Il met beaucoup de peur. Mm-hmm. Mais en même temps, c'est normal là, que il faut que tu te challenges un peu puis que tu fasses des décisions ou du moins tu découvres un peu plus d'intérêt. Là. Mais c'est rough. Là. En fait, qu'est-ce qui est rough, c'est que moi, j'ai dû arrêter puis prendre une année sabbatique. Mais tu sais, ça, on le dit pas au secondaire que c'est correct de
retire-toi une année, pense-y, puis genre, reviens quand t'as des idées plus claires. Là. C'est tellement pas grave, là, tu sais. Puis pendant cette année, qu'est-ce que t'as fait? J'ai travaillé dans un magasin de chaussures chez Yellow. C'était ma première job, là. J'ai travaillé 6 mois dans le magasin de chaussures, puis ensuite, avec ma mère, on est parti au Vietnam. Pour l'été? 2-3 mois, là, quelque chose du genre. C'était plus au printemps. Mais en tout cas. Mais ouais, ça a été la dernière fois que je suis allée au Vietnam, là, d'ailleurs. Puis t'as-tu vu des choses qui comme t'ont aidé pour prendre une idée de qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ou non quand même? Même cette année-là, le sabbatical, ça n'a pas vraiment aidé. Ouais, à ce moment-là, j'étais quand même en bon contact avec mes professeurs du secondaire. Fait que dans une journée de congé, je suis tout simplement allée revisiter l'école, puis juste aller les jaser. Puis entre autres, le psychoéducateur de mon école secondaire, j'y ai pleuré dans les bras en disant « Je sais pas quoi faire ». Puis c'est vraiment lui qui m'a réconfortée en disant « Pour vrai, c'est tellement pas grave. » C'est comme il y a plein de monde là, qui commence un programme puis qui lâche, puis tu peux le faire genre... Moi, j'étais une Hells Angels avant ça. Non, mais tu sais, il me dit, c'est tellement pas grave, tu commences puis tu lâches autant que tu veux, puis à un moment donné, tu vas le trouver, là, ta passion, tu sais. Fait que, tu sais, ça m'a vraiment réconfortée, puis tu sais, ma mère était, comme je te disais, elle a vraiment capoté sur le coup, mais en même temps, tu sais, elle, c'était juste son discours, c'était comme, tant et aussi longtemps que tu retournes à l'école, puis que tu finis par travailler dans ce que tu aimes, moi, je vais être heureuse, tu sais. Fait qu'avec tout ça, c'est ça, j'ai vendu plein de chaussures, puis en même temps, je pensais quand même à un programme de communication parce que ça m'intéressait. Je trouvais juste que je n'étais pas fitée pour ça. OK. Mais finalement, j'ai juste fait, tu sais, au pire, je me désinscris si ça m'intéresse plus ou si je suis plus bien là-dedans. Fait que je suis quand même allée en communication au Cégep du Vieux-Montréal. OK. J'ai pas senti que j'étais comme tant... je fitais tant là-bas, là, mais en même temps, j'ai accompli mes 2 ans d'études, plus 2 ans et demi, en fait. Puis par la suite... ah non, attends, mais point tournant, c'est ça. Pendant que j'étais à mon cégep, j'avais comme 19 ans, c'est à ce moment-là que j'ai découvert par Facebook qui commençait que les soirées d'humour au Saint-Cyboire existaient. OK. Les mardis de l'humour. Fait que j'ai comme juste commencé à aller 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Puis là, j'étais comme tout le temps, là, chaque mardi. Puis là, c'est vraiment là que je pense comme que ça s'est concrétisé, là, que j'aimais l'humour puis que j'avais une passion pour l'humour. Fait que ça, je te dirais, c'est vraiment le point tournant. T'avais-tu une idée comme « Oh shit, j'adore ça. Je suis tombé en amour avec l'humour, mais comment est-ce que je peux faire rentrer une carrière dans ça? » Ouais. À ce moment-là, non. J'avais juste compris que j'aimais l'humour. OK. Que j'aimais les spectacles, que j'aimais découvrir surtout des nouveaux humoristes. C'est du monde que tu vois pas encore à la télé, là. Ouais. C'est comme à ce moment-là, en fait, c'était... Comment je suis tombée là-dessus, c'est que je lisais, je sais plus, un article sur un humoriste qui était en tournée puis qui donnait, genre, ses coups de cœur du moment. Puis là-dedans, il y avait Guillaume Wagner. Puis en passant, Guillaume Wagner en 2018, là, c'était comme vraiment pas comme aujourd'hui. Mais en tout cas, je l'ai googlé, I guess. Je suis tombée sur une vidéo de lui. C'était Comédia. Il était comme super physique, genre vraiment humour d'observation. Je sais pas si tu l'as déjà vu, ce numéro-là, mais comme... je sais pas le numéro que tu veux parler, mais j'ai vu... physiquement, puis dans son matériel, c'est comme tellement loin d'aujourd'hui. Mais pareil, j'ai comme reconnu... son talent. J'ai trouvé que son charisme transperçait mon écran d'ordi. Puis j'ai comme fait, comment ça, ce gars-là est pas plus à la télé? Genre, j'étais comme, j'ai besoin de plus de Guillaume Wagner dans ma vie. Puis, au cours de mes recherches, j'ai vu qu'il participait aux soirées au Saint-Cyboire. Puis là, j'étais comme, tu sais, ça serait cool d'aller voir cette soirée-là. Puis finalement, c'est ça. De fil en aiguille, j'étais tout le temps là. Puis aussi les mercredis juste pour rire qui jouaient dans la même période, là. Fait que non, c'est ça. C'est là que j'ai comme vraiment commencé à me développer une passion pour l'humour. Mais c'était quand même quelque chose que c'est juste ma passion. Ouais, J'ai pas d'idée
de qu'est-ce que je peux faire parce que, exact. honnêtement, j'essaie de le voir de tes yeux. Je pense que je tripais juste comme spectatrice à ce moment-là. C'est ça parce que même moi, c'est difficile, j'essaie de penser comme toi. Si je fais pas l'humour, si je veux pas écrire, je veux pas être sur la scène, si moi j'étais dans tes souliers, moi aussi j'étais comme fuck, mais qu'est-ce que je peux faire pour être dans ça? Si je fais pas partie de l'humour, c'est d'écrire, de faire ça, y a-t-il un autre moyen de faire partie de ça? C'est quand même une bonne question. Absolument, mais comme je te dis, j'y pensais pas. Puis de fil en aiguille, tu sais, le Saint-Cyboire, je sais pas si tu as eu l'opportunité d'y aller ou. C'est sur Saint-Denis, non? C'est sur Saint-Denis. Ouais, je suis allé une fois, j'ai fait une set là-bas avec. Ah oui? C'est dans le temps de qui? C'était qui animait? C'était quoi? Ça fait 1 ou 2 ans, c'était. Ah non, mais ça a brûlé il y a déjà. Qu'est-ce que j'ai fait sur. Là, je pense. Non, sur Saint-Denis, c'est. Fuck. C'est les mardis four, some shit. C'est quoi le. J'ai tellement roté dans le micro. C'est pas au boire. Non, au boire, c'est sur. Je vais te dire. L'Abreuvoir? Non, l'Abreuvoir, c'est sur Ontario. Ouais. Ça, j'ai fait aussi, en français. Et c'est-tu l'arcade? Je sais que c'est sur Saint-Denis. C'est là où j'étais avec Thomas Levac cette soirée-là. Ton premier set en français. Ça fait... Non, mon premier set en français, c'était à fucking Saint-Jérôme. J'ai fait la première partie pour Mike. Ça, c'était exceptionnel. Ça, c'était vrai. J'essaie de trouver, c'est quoi le fucking nom? C'est une bonne place. Je pense que c'est juste une bar habituellement. Okay. Puis les mardis, ils font du stand-up. Moi, je pensais que c'était ça. Je pensais qu'on parlait de la même place. Mais évidemment, non. Peut-être qu'il y en a d'autres qui ont ouvert par la suite. Mais le Saint-Cyboire, ça a brûlé? Ouais, ça a brûlé peut-être 4-5 ans, là, je pense. Je sais pas. Je sais pas c'est quoi le nom. En bas de la maison de la Jamaïque. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Ah, ça, je sais pas. Resto, là. You could try to find it, Poseidon, if you want. Ah, mais c'est sûr que t'es passé 1000 fois devant, là, ne serait-ce qu'en allant au bordel. Mais je veux savoir c'est quoi le nom. Parce que maintenant, je suis curieux. C'est dans ma tête. Maintenant, je veux savoir c'est où. Puis dès que je te dis, tu peux me dire, ah ouais, c'est à la place. C'est pas sur le bord. What the fuck is it? Je suis vraiment curieux maintenant. Mais là, moi aussi, là, je suis curieuse. Puis on dirait que je vais le trouver avec toi. Regarde ça. Vous êtes équipés. Moi, j'ai pas mon sel avec moi. Hein. What is it? Les mardis de humour ou whatever the fuck. Ouais. J'essaie de vraiment penser. J'ai plus la mémoire. Ça fait quand même déjà 1 an qu'on n'a plus de soirée d'humour. C'est bizarre, hein? Ça faisait partie de nos... Ouais, j'ai hâte que ça recommence. Là. Oh, je pense qu'il l'a trouvé. Non, that's another c'est one. Vraiment... c'est très haut. Check sur Saint-Denis. Soirée humour Saint-Denis, puis tu vas le trouver. Mais en tout cas, le suspense est là. Ouais, c'est pour ça, parce que je pense que le monde qui écoute ça, ils vont être comme « Fuck, c'est quoi le nom? » Parce que je me sens comme ça. Mais en tout cas, si je reviens au Saint-Cyboire... C'est moi. C'était une soirée... Il y en existait pas vraiment des soirées d'humour à ce moment-là, puis c'était comme la place là, pour aller roder du stock avant de faire ton mercredi juste pour rire au studio juste pour rire, puis ensuite lander sur les enregistrements télé des mercredis juste pour rire ou éventuellement les galas juste pour rire. Mais il n'y en avait pas d'autres. Avant ça, c'était le Comedy Zone, je pense. Le Comedy Zone? Qui était dans un demi-sol d'hôtel. Moi, j'étais trop jeune pour y aller. Là, ouais, je peux pas te décrire l'ambiance. Le monde me parle de ça, mais... mais c'était comme dans les premiers là, comme comedy venues, là, si on peut dire. T'sais. Sans être un comedy club en tant que tel. Là. Mais Junior avait parti ça, puis c'est lui qui a aussi parti le Saint-Cyboire. Puis, tu sais, c'était une place où c'était un peu comme le bordel aujourd'hui, où est-ce que tout le monde se réunissait là, puis il y avait une super grosse terrasse aussi, fait qu'après les shows, tout le monde allait là, puis pour moi, ça ressemblait comme un deuxième vendredi dans la semaine, là, tu sais. C'était vraiment le fun comme ambiance, puis tu sais, comme après les shows, c'est une toute petite place, tout le monde se ramasse sur la terrasse, fait que de fil en aiguille, ben, tu sais, ne serait-ce qu'en félicitant quelques humoristes, c'est comme ça que j'ai comme développé des contacts avec eux, là, mais tu sais, encore là, vraiment sans prétention. Puis en fait, l'autre déclic que j'ai... Ben, en fait, j'ai eu quelques... non, il y avait un autre déclic avant ça, c'était... j'ai commencé à faire des portes, ramasser des 5 $.
Ah ouais, pour À la le porte. stand-up? Pour le Saint-Cyboire et aussi une soirée qui s'appelle Humour GHB. Humour GHB, ça, c'est au Brevoir. Ça, Aujourd'hui, c'est à l'Abreuvoir. ouais. Mais dans le temps, c'était une place qui s'appelait l'Hémisphère gauche. Oh, j'ai déjà allé là-bas. Ça, je sais. Mais je suis trop fucking curieux. What is the name on... Go to Facebook. You're not going to find it on Google. Go to Facebook as an event. Mais moi, je suis sûre que c'est la place d'Arcane parce que je vois pas d'autres bars de Saint-Denis qui a une soirée le mardi. Là. Je dois trouver le nom parce que ça va m'affecter. Soirée du... Tu te rappelles pas qui anime? Je me souviens pas son nom. Ben, c'est ça qu'on parle depuis 20 minutes. But does it still exist? Non, ça existe plus. Soirée du... Ça existe, right? Mais ça existe plus. Je vous confirme que ça existe plus. Non. What's the guy's name there? Non, it can't be that. C'est quelque chose... Fuck, c'est quoi le nom? On dormira pas. Ouais, maintenant, ça m'énerve. Puis habituellement, je m'en fous. C'est pas le théâtre Saint-Denis. Non. Là, t'as fait genre 15 shows en français. Là. Tu devrais C'est pour t'en ça que rappeler. c'est pour ça que ça m'énerve maintenant. Je dois me rappeler de tout ça. Ça, c'est... Non, not Zanzibar. C'est toutes les bars? Tu me nommes toutes les bars sur T'es en Saint-Denis? train de... Non, check Non. around Mont-Royal. Autour de Mont-Royal? Le Clé-Bar. C'est ça. Fuck, merci. Oh my God. C'est ça, c'était ça. C'était une mardi. Puis Reda Saoui. C'est ça, Reda. OK. Puis pendant que tu... C'est pour ça que quand tu dis c'est boire, je pensais que c'était ça. Non. C'est Clé-Bar. Le Clé-Bar. C'est ouais. ça. Oh, merci. Oh, fuck, je sens bien maintenant. It was like in my head. Ça me Mais dérangeait. c'était plus haut. C'est plus haut vers Mont-Royal. C'était où le Parce que Saint-Cyboire? moi, j'étais comme en train de chercher mentalement dans le quartier des spectacles. Ah, moi, je savais c'était Le où quartier moi latin, j'étais allé. je veux dire. Alors, je pensais que c'était là. Alors, Ah, fuck. c'est ça. Ah, Clébar, c'est ça. Ah, merci. Mais non, mais prochaine fois que tu vas être dans le quartier latin, là, Mhm. en allant au bordel, le bar sur 2 étages où est-ce qu'il y a comme une très grosse terrasse puis tout est placardé, clôturé, c'est ça le Saint-Cyboire. Puis, ça catchait du feu, puis c'est Il a fini. catché le feu, il était supposé, je pense, reconstruire, mais je sais pas ce qui est arrivé. Et maintenant, question de permis ou quoi que ce soit, ça s'est pas conclu. Là. Mais là, je pense qu'il est en vente. Là. OK. On a fait une grande derailment à cause de moi, mais c'est ça le fun des podcasts. OK. Alors, tu commençais à faire les portes, Ouais. Je ramassais les 5 $ à la porte, tout simplement. Tu mets ton pied un peu, juste dans l'eau. Ouais. Ouais, mais tu sais, comme encore là, j'avais comme pas d'ambition, si je peux dire. Là. C'est vraiment parce qu'on me l'a offert bien gentiment, puis j'étais aux études à l'université à ce moment-là, puis j'étais comme, ça va me faire de l'argent de poche, là, d'avoir... je pense que je recevais comme 30 $ là, par soir. Je suis comme, ouais, non. Pourquoi pas, yeah. J'ai le spectacle à chaque soir où est-ce que je serais déjà anyway. Ouais. Tu sais, pourquoi pas. Ils vont me payer pour être là maintenant. Ouais, Au lieu que c'est moi ça. je paye, ouais. Fait que, non, c'est ça. Puis ensuite, de fil en aiguille, j'ai fait quelques stages, entre autres sur l'ancêtre du prochain stand-up. C'était en route vers mon premier gala dans le temps. OK. J'ai fait un petit stage et aidé Junior Girardeau sur la production, juste comme faire signer les formulaires aux humoristes, puis comme, tu sais, de m'occuper de leur donner de l'eau, puis faire un peu de régie. En tout cas, c'était bien le fun, là, tu sais. Puis pendant que j'étais à l'université, François Bellefeuille, qui est toujours aujourd'hui géré par Marie-Lou Hainaut. I like Marilou. I know you like her. Elle travaillait chez Faneuf. Puis elle cherchait comme une assistante / stagiaire, quelqu'un pour l'aider, parce qu'elle, ça faisait peut-être quelques mois qu'elle avait parti la division agence artistique, qui s'occupe vraiment de manager, de gérer les artistes et tout. Puis elle avait besoin d'aide. Puis François, on s'était connus par l'entrevue Saint-Cyboire et tout. Puis il a pensé à moi parce qu'il savait que j'étudiais à l'UQAM en communication dans un programme qui s'appelle Stratégie de production culturelle et médiatique. OK.
Puis il nous a mis en contact. Il était comme, hey, je sais pas ce que tu veux faire. Je sais que tu étudies en communication. Ma gérante cherche une adjointe. Ça te tente-tu de la rencontrer, tu sais, pour comme un stage? Puis j'étais comme, pourquoi pas, tu sais? J'étais allée la rencontrer. Puis, tu sais, à l'université, dans mon programme, il faut qu'on complète quand même 2 stages pour avoir le diplôme, là. Moi, j'étais juste en première année d'université, fait que j'étais pas encore dans la période où est-ce que je pouvais faire créditer des stages. Mais j'étais allée à la rencontre de Marie-Lou, ça a super bien cliqué. Puis j'étais comme, tu sais quoi, why not? T'sais, j'ai juste envie d'apprendre en ce moment. Puis tu sais, pour toi, ça change rien. Fait que moi, je veux apprendre, je veux travailler. Puis je m'en fous si c'est pas crédité comme stage. Là. Si-tu payé? À ce moment-là, non, je t'ai pas payé. Un stage, pour vrai, la plupart des stages ici, c'est pas payé ou du moins, ils donnent un petit bonus à la fin. Là. Mais non, habituellement, les stages sont pas payés. Mais ça m'intéresse ça à cause que c'est intéressant de voir que, parce que c'était pas payé, c'était quelque chose de, tu vas pas avoir des crédits. Alors, prendre la décision de dire non, ça serait logique aussi. C'est pour ça que je m'intéresse à des choses comme ça, comme le Crossroads. Ouais. Si tu avais dit non à cause que je dois faire quelque chose, ça je trouve ça toujours intéressant. Si j'avais dit non à ce moment-là, je serais pas là aujourd'hui. C'est pour ça que je dis les moments comme ça, je trouve vraiment intéressant. Ça se peut très, très, très bien. Mais tu vois, toi, t'allais avec ton cœur. Ben ouais, tu sais, j'étais comme, j'aime l'humour, je veux apprendre. J'ai toujours été quelqu'un qui aime apprendre en général, tu sais. Fait que j'étais comme, pourquoi pas, tu sais. Puis j'étais en stage, je faisais comme 2-3 jours semaine. Puis au bout d'1 mois, ils m'ont engagée pour la période d'été où est-ce qu'il y a comme tous les festivals et tout. Là, juste pour rire, c'est quand même une période super rushante. Fait que elle avait besoin d'aide à ce moment-là. Elle m'a engagée à temps partiel. Je facturais mes heures. Là. Puis finalement, quand je suis retournée à l'école pour ma 2e année d'université, ils m'ont offert une job à temps partiel. Fait que là, puis j'ai été là pendant 9 ans et demi. Jusqu'à tout récemment, où est-ce que Marie-Lou et moi, on a parti une agence ensemble. Oh, c'est ça que vous avez fait? Ouais. OK. Oh, ça, c'est fucking cool. Ben oui, vraiment. Puis tu sais, comme aucune animosité avec Faneuf, là, dans le sens qu'eux, ils veulent se concentrer juste au booking, production, les tournées, tout ça. Puis nous, on continue la gérance des artistes qu'on avait déjà, plus d'autres, là. Ouais, moi, je connais rien de... Quand même, Faneuf, je pense que tu étais la première personne qui m'a parlé de ça quand je t'avais rencontré, que c'était la compagnie que tu travaillais avec. Ouais. Mais je suis pas vraiment au courant de tous les détails, tout ça. Moi, mon histoire avec la gérance, j'aime pas ça. Habituellement, je vous déteste. C'est quoi ton histoire avec la gérance? C'est juste, jusqu'à date, c'était pas bon. Moi, je dis comme... Mais y en a-t-il comme des gérants, des boîtes de management? Il y a des boîtes de management, puis il y a même des gérants indépendants, en anglais, tu veux dire? Oui. Ouais, exact. Mais habituellement, c'est de la merde où... Pourquoi moi, je les aime pas? Puis dans un niveau personnel, moi, je connais Marie-Lou, par exemple. Ouais. C'est des personnes que j'aime beaucoup. Mais je veux dire, mon expérience avec les gérants, c'était toujours... ils voulaient rien offrir. C'était vraiment juste, oh, tu fais ça. OK, fais ça, continue de faire tout ce que tu fais, puis tu peux nous payer aussi. Like, we'll get a percentage, mais on va te représenter. Puis j'étais toujours comme, mais tu vas me représenter pour prendre des choses nouvelles? Ouais. Mais non, tu sais, avec qu'est-ce que tu fais maintenant? Je l'ai fait déjà, j'ai pas besoin de quelqu'un. Oh, tu vas répondre à tes emails toi-même pour les pubs, puis des choses comme ça. Je dis, oui, ça fait des années que je fais ça moi-même. Ouais. Si c'est vraiment ça que... Alors, mon idée de la gérance puis des gérants, c'est toujours comme du telemarketing, c'est des scammers. Alors, j'avais toujours cette idée-là, sauf Michel commençait à me changer un peu, le gérant de Mike, à cause que lui, c'est à lui que je vois quand j'ai des questions, je vois comment il est avec Mike, c'est comme 2 amis, puis OK, moi, c'est ça le job que je fais dans notre compagnie. Ouais. C'est vraiment lui qui commençait à... OK, ça dépend de comment tu connais la personne, ça se peut qu'il y a quelqu'un qui veut vraiment travailler avec toi. C'est au lieu d'être juste là comme une extra accountant. Il faut aussi. Si jamais tu signes avec un gérant, puis souvent je le dis aux artistes qui s'en cherchent ou qui connaissent pas tant c'est quoi que ça fait, là, un gérant. On le compare souvent à une relation de couple. Il faut que ça soit donnant-donnant. Il faut que ça soit comme un coup de cœur, puis penser à des projets d'avenir. Là, c'est pas, comme tu dis, un accountant. Puis moi, je disais ça parce que je travaille toujours. Ouais. Alors, pour moi, c'était toujours difficile. Comme
Je comprends pas. Moi, je suis prêt à travailler 24 heures sur 24. Tu sais, comme tu vois avec le studio. Je fais tout que je peux. Puis toi, tu veux rien faire. Tu veux juste qu'on est associés. J'ai pas besoin de ça. Ouais. C'est comme avoir, comme tu as dit, c'est comme avoir une copine, un copain qui fait rien. Ouais. C'est comme, what the fuck is this? J'ai pas besoin de toi. Like, fais quelque chose, you know? Like, ouais. Tu peux-tu laver une tasse de temps en temps? Yeah, like, fais quelque chose au moins, you know? Mais alors, c'était vraiment mon idée. Puis il y a des gens comme toi qui me changent un peu. Je vois la différence. Ouais. Puis c'est comme les humoristes. Je sais pas dans le côté anglophone, mais tu sais, il y a une différence aussi entre une grosse agence puis une boîte de gérance. C'est comme, ben, surtout en humour ici, dans le côté francophone, tu le vois. Là, tu sais, mettons, Michel, il a comme son petit rooster. Ouais. Marie-Lou puis moi, on a notre petit rooster. Entourage, même affaire, peu importe. Là. Mais tu sais, quand tu te perds dans une espèce de... Quand tu arrives sur la page, le site Internet de l'agence, là, puis tu scrolls, puis que tu vois juste comme des centaines de visages, bien là, tu le sais que tu n'as pas nécessairement un service personnalisé. Là. Puis j'ai comme l'impression que, comme, du moins, aux États-Unis, ça a l'air de ça. Là. Ouais. Je connais moins là, comment ça fonctionne, mais leur rooster, c'est comme, ça finit plus. Tu sais, qu'est-ce que j'aimais pas? Ça m'arrive plus avec les agences, que c'est comme tu as dit, ils ont une grande liste, puis moi, je suis juste type... Tu ne veux pas te sentir comme un numéro. Mais c'est ça que je suis. Je suis type acteur ça, type humoriste ça. Ouais. Puis ils font pas des choses comme « Oh shit, ça c'est bon pour Pantelis ». Ils font juste comme « OK, envoie lui puis les autres 50, 60 personnes. Puis on va voir à qui ils vont aimer, ça va retourner. Il va faire les auditions. C'est jamais comme « Ça c'est bon pour toi, ça c'est pas bon pour… » Même j'ai une agence juste pour des choses acting ou voice work. Même elle, des fois, elle m'envoie des choses puis je réponds comme « C'est pas pour moi. Ouais. Je vais pas le faire. » Mais c'est des choses que j'espère que la personne peut voir elle-même. Comme, fuck, ça, c'est pas pour lui. Ouais. À un moment donné, ben, tu sais, c'est des relations qui se développent beaucoup. Là. Moi, maintenant, quand je reçois des demandes pour Simon Gouache, mettons, des fois, tu sais déjà. I don't even bother asking, you know? Ouais. T'sais, je fais juste comme, non, ça marchera pas. Puis je lui dis après, genre, j'ai reçu telle affaire, puis t'as bien fait de refuser. Mais tu sais, c'est ça, c'est une relation de couple. Là. C'est comme tu découvres la personne, tu tombes en amour avec, tu travailles avec, tu as des projets avec. L'idée, c'est d'être là à long terme, puis d'accompagner jusqu'à temps que, pour X, Y raison, la carrière marche plus, ou comme la relation marche plus, tu sais. Mais, ouais, c'est comme, faut aussi, c'est super important de voir chaque artiste comme étant une entité elle-même. Ouais. C'est comme, si tu fais un copier-coller de ta façon de faire, tu peux t'en inspirer, là. Moi, c'est sûr que, j'apprends des choses à travers un humoriste, ben je vais, si c'est bénéfique, je vais l'appliquer à un autre et tout, mais de faire un copier-coller genre de A à Z, c'est impossible. Là. C'est des personnes différentes. C'est des personnes différentes. Ils ont des besoins différents, ils ont des envies différentes. Il faut que tu t'adaptes aussi, puis il faut que tu pousses là-dedans. Tu peux pas juste comme toujours imposer, je sais pas, là, mettons, faut que tu commences par de la radio, puis ensuite de la télé, puis ensuite tu auras ton one-man show. C'est pas de même. Là, oh, maintenant, tout a changé. Ben, exactement. Ouais. Puis il faut être en mouvance avec eux là-dedans. Là. Je pense que c'est juste normal. Puis est-ce que toi, comme par exemple, toi puis Marie-Lou maintenant, parce que vous êtes indépendant, tu peux mettre ta personnalité comme à des idées. Avez-vous des fois où tu t'assois et tu es comme, j'ai une idée, comme, je sais pas, pour une show ou whatever qu'on peut faire avec nos personnes, notre roster. Est-ce que tu fais des choses comme ça ou c'est encore, vous essayez de comme faire follow la formule qui travaille déjà pour les gens ici? Comme maintenant, vous avez l'opportunité, moi je pense, à cause que vous êtes indépendant, puis qu'on peut faire tout avec l'Internet, tu peux faire plein de choses. Est-ce que vous avez des brainstorm meetings pour faire des choses vraiment indépendantes sans les grandes boîtes et tout ça? Ah oui, absolument. Il y a toujours moyen d'autoproduire des choses. Là. Ouais. C'est sûr, c'est beaucoup de travail en plus et tout, mais si jamais on a un flash du tonnerre, ben on se l'expose puis on travaille ensemble, c'est sûr et certain. Ça, c'est cool. J'aime ça. Tu sais, quand t'es comme, you know what? Mais non, tu sais, on a tout ça. On peut le faire nous-mêmes. Puis on a aussi acquis tout plein de connaissances puis tout plein de contacts aussi. Tu sais, mes années chez Faneuf, là. T'as appris beaucoup puis tu connais plein de monde. C'est la meilleure école que j'ai eue, là. Puis tu sais, quand je te dis, si j'avais dit non, je sais pas dans quelle autre école j'aurais été, tu sais.
dans quelle autre mentalité, quelle autre façon de travailler. Je dénigre pas les autres boîtes, là, zéro, mais comme moi, cette façon de travailler-là, je l'ai appris, elle a été bénéfique. Puis c'est sûr que je vais réutiliser des outils là-dedans. Là. J'ai appris dans une des plus grosses boîtes là, au Québec. T'sais. Puis tu sais, j'ai pas seulement fait de la gérance là-bas, j'ai aussi fait des ventes de spectacles. Tu sais, beaucoup des tournées, appeler les salles, les diffuseurs. T'as fait tout ça, le booking? Oui, j'en ai fait un peu dans les dernières années que j'étais là. Je pense que j'en ai fait pendant 2-3 ans, si je me trompe pas. Au début, c'était vraiment pour dépanner. Parce que, tu sais, oui, il y a des grosses tournées qui roulent super bien, puis tout. Puis, à un moment donné, il y a comme eu un shift où est-ce qu'on avait beaucoup de relève aussi. Guillaume Pinault, Sam Breton en début de tournée, Maud Landry, pour ne nommer qu'eux. Là. Puis en plus de ça, des nouvelles tournées, des nouveaux shows qui partaient en rodage, mettons un Simon Leblanc, un François Bellefeuille. T'sais, moi, je m'occupais de tout ce qui était genre petite salle et rodage, là, entre guillemets. Fait que c'est ça, je contactais les salles, les diffuseurs, je leur vendais « on a ça qui s'en vient pour la prochaine saison », tout ça, mais c'est un tout autre système, là, c'est un tout autre monde, puis il faut... puis les salles aussi, ils ont comme de la réalité qu'il faut qu'on travaille avec ça. Ça devient un casse-tête, le grosso modo. Ouais. Ça devient quand même un casse-tête, puis tu sais, comme proposer le bon projet au bon moment, à la bonne place, tout ça. Fait que j'ai vraiment appris beaucoup là-dedans, là, parce qu'un gérant fait pas ça nécessairement d'habitude. On peut le faire, comme je te dis, autoproduction, mais c'est plus peut-être louer une salle à Montréal, à Québec, mettre de l'argent, puis ensuite mettre les billets en vente, puis splitter les sous et tout. Mais toute la programmation ailleurs qu'à Montréal, Québec, vraiment, c'est un autre système là, que je ne connaissais pas, puis que j'ai appris sur le tas, mais que c'est super bénéfique à ma compréhension du milieu, puis à conseiller aussi mes artistes qui veulent partir un nouveau show, une nouvelle tournée, whatever, tu sais. Ouais. Ça se calcule là, dans un calendrier, dans un échéancier de carrière, là, tu sais. C'est pas juste comme... En fait, ce que je me suis vraiment rendu compte là, en faisant cette portion de la job-là, c'est que tu peux pas juste faire du jour au lendemain j'ai le goût de partir en tournée le mois prochain. Book-moi genre 20 dates. Non, ça... Ça marche pas de même. Il faut que tu te prennes d'avance en tabarnak. Moi, mon ami Émile Coury, c'est un humoriste. Oui. Il y a son podcast, son commentaire, je sais pas si tu connais. C'est lui spécialement pour français maintenant, c'est lui qui fait tout mon booking, puis on va ensemble. Il y a toute une Excel spreadsheet avec toutes les places, les prix, les soirées d'humour, si tu veux faire il y a tout ça. Ah, nice. Ouais. Mais en tout cas, c'est de l'organisation. C'est beaucoup de travail. Ça avait pris des mois et appelé plein de places. Mais maintenant, il est organisé, il connaît le monde. Ouais. C'est pour ça que quand tu me dis ça, je sais que c'est du fucking travail. C'est beaucoup de travail. Puis au-delà de juste appeler puis booker, là, c'est aussi t'assurer que les ventes vont bien, de booker une autre date en supplémentaire. Il faut que tu penses quand même beaucoup de coups d'avance. Là. Ouais. Puis je pense que... j'ai pas toujours trouvé ça facile. C'était quand même une job comme très de bureau. Là. Puis moi, j'adore être sur le terrain, dans l'action, tout ça. Parler à des gens, rencontrer des nouvelles personnes. Fait que ça, c'était quand même très bureau. Puis comme vraiment plus 9 à 5, appeler, faire des rappels, tout ça. Mais avec le recul, tellement une bonne chose à faire. Là, parce que, comme je dis, ça m'alimente comme gérante aussi. T'sais. Ouais. Puis, pour quelqu'un qui... Moi, j'aime beaucoup les spectacles en tournée, les one-man shows en tant que tel. J'adore la télé, j'adore la radio, j'aime tous ces médiums-là, mais la scène, pour moi, ça reste quelque chose d'unique. C'est une expérience unique. Puis, l'art vivant, c'est comme tellement... C'est tellement le fun, c'est tellement de sentiments en même temps que... Évidemment, là, on a tout le débat de genre, est-ce qu'on peut remplacer l'art vivant avec d'autres alternatives? Pour moi, non. Non. La réponse est évidente. Là. Non. Mais, tout ça pour dire que pour quelqu'un qui adore le stand-up, les one-man shows, les tournées, pour moi, je pense que ça devenait un incontournable à apprendre. Là. Est-ce que des fois, tu trouves que... Est-ce que tu rentres un peu dans l'aspect artistique, par exemple? Est-ce que tu dis des fois, « Hey, Simon, tu te souviens qu'est-ce qui est arrivé l'autre fois à Tim Hortons? Tu devais parler de ça un peu. Ouais. Est-ce que tu
tu rentres comme ça, t'as-tu des idées comme « Oh, fuck, ça serait une bonne idée » ou est-ce que tu évites de faire ça? Je préfère laisser la place aux professionnels. Souvent, les humoristes travaillent avec des writers, metteurs en scène éventuellement quand le show est plus placé. Ah ouais, en français, ils font ça ici, c'est vrai. Ouais. Mais non, des fois, oui, là, je parle de quelque chose, mais je veux dire, j'ai jamais la prétention de comme « Hey, tu devrais faire un bit là-dessus. » Non, jamais. Moi, je préfère ça, quelqu'un que je connais, si c'est un gérant qui me dit « Hey, tu te souviens quand tu avais fait ça? Pourquoi est-ce que tu parles pas de ça sur la scène? » Je préfère ça que d'avoir des étrangers comme des writers écrire pour moi. C'est pas vraiment personnel. Mais si tu me dis « Hey, c'est ton expérience. » Parle de ça. Moi, je pense que le monde va trouver ça drôle. Ça, j'aime ça. Ben, peut-être que c'est déjà arrivé inconsciemment, mais jamais, genre, je participe pas à des brainstorms. Là, OK, ouais. Mais sinon, ce que je fais, c'est surtout assister pendant les rodages. Là, je vais souvent voir le spectacle, puis comme juste... Puis, tu sais, souvent, mes observations sont plus techniques que, genre, créatifs, là. Tu sais, mettons, tu l'as joué d'une telle manière ou tu l'as dit d'une telle manière, je pense que c'était mieux. Mais tu sais, je suis jamais comme dans le « Ah, enlève tel mot, mets une virgule à ta place. OK, ouais, ça c'est un peu trop. Ah, mais j'ai pas cette capacité-là anyways. Là. Tu sais, je peux pas, comme je dis, je pense pas que je serais capable d'écrire un gag. Fait que tu sais, j'ai pas rapport de donner des conseils créatifs. Là. Est-ce que tu es agressif avec le monde qui demande des questions par rapport à tes artistes? Comme si c'est comme je sais au Québec ici, c'est vraiment comme il y a des gotcha questions, comme les médias essayent de commencer du shit. Je déteste ça. Je ris avec ça, je regarde ça, je suis comme c'est ridicule. C'est vraiment une question trap, tu sais. Est-ce que quand ça arrive à toi, est-ce que ta réaction c'est comme je te connais, c'est vraiment pacifiste comme OK, whatever, ou est-ce que tu deviens agressif puis tu défends tes artistes? J'ai jamais eu vraiment de questions indiscrètes ou truquées. J'essaie de penser. Pas vraiment. Tu sais, peut-être genre plus des questions... ben là, ça a changé, mais comme, tu sais, la fameuse question de... C'est comment être une fille en humour, là, disons. Mais ça... C'est pas tricky, c'est juste un peu désuet comme question. Fait qu'à chaque fois que, disons, moi, je gère Maud Landry puis Michel Desrochers, chaque fois que ça arrive dans une entrevue, ben, la réponse est un peu toute faite. C'est juste un peu plate de la recevoir encore, là, mais non, c'est pas surprenant, disons. Mais vu que tu dises quoi? Honnêtement... Je me fais harceler à chaque jour, comme c'est ça qu'ils pensent, comme « Oh shit, il va me dire ça. » Ah, je sais pas, honnêtement. Je sais pas, ils attendent à quoi? Je trouve ça bizarre. Moi, je vois ça à cause de Mike. Je pense que si Mike était ton fucking client, là, tu aurais reçu plein de questions. Mais c'est à cause que je vois cet univers-là. Puis je suis comme, c'est incroyable comment il prend des choses hors contexte, comme il essaie vraiment de pusher. Puis je suis comme, comment est-ce qu'un gérant ou un publiciste ici peut gérer ça quand les médias essaient vraiment avec tous les moyens de faire une petite sabotage, de prendre une soundbite, ça doit être, à un moment, ça doit devenir vraiment exhausting. Ouais, c'est sûr. Honnêtement, je sais même pas comment Michel Grenier il fait à chaque scandale. C'est un Jedi, là. Je l'imagine faire de la méditation puis du yoga à chaque soir. Là. J'ai aucune idée. C'est l'expérience. Il est trop chill maintenant. Il est trop cool pour ça. Qu'elle parle. Mais j'imagine que, d'une part, il faut que tu t'en détaches aussi, là, puis que tu le prennes pas comme personnel. Là. Parce que sinon, tu virais fou, là, c'est sûr. Michel, donne-nous tes conseils. mais non, la façon que je connais Michel, il est vraiment calme, il prend ses photos. Alors, je pense qu'il est... Puis Mike a sa carrière. Il a ses fans, puis tout ça. C'est pas comme si, ils vont sortir une autre fois un autre article à propos de Mike, puis une joke qu'il a dit. Mais non, il va perdre sa carrière. C'est impossible. Maintenant, Mike a son fanbase. Si Mike, on le connaît bien, c'est pas comme s'il va faire des choses extrêmes. Pas violer personne, des choses comme ça. Alors, sa carrière est safe. Alors, je pense que Michel est comme, tu peux dire, OK, c'était offensif ou whatever, une joke qu'il a dit, je m'en fous. Ça change rien. Je pense aussi qu'il n'y a plus, j'ai l'impression, là, tu pourrais peut-être plus me confirmer, j'ai l'impression qu'il veut plus tant se battre pour comme plaire au grand public. Là. Il fait ses affaires. Pour son fanbase, c'est vraiment ça. Je sais qu'en ce moment, il fait plein de podcasts. Puis il a souvent dit que
s'il pouvait juste faire ça, il ferait ça. Ouais. Non, il est content. Mike est heureux. Il a tout ce qu'il a besoin. Puis, dès qu'il fait une petite tournée, je pense maintenant, il y a des places qui ont ouvert dans les zones oranges. Ouais. Puis, je pense qu'il va continuer à faire des choses là-bas. Alors, pour lui, ça marche. Maintenant, il s'en fout. Mais tu sais, au début, c'était fucking exceptionnel. Mais maintenant, il a appris le game. Puis moi, je suis chanceux parce que j'ai pas vécu ça. Mais à cause de Mike, tu le vois. Son expérience, c'est pour ça que moi, je fais tout indépendant puis je m'en fous de tout ce qui arrive autour de moi. Je suis comme, OK, si tu fais ta job puis tu continues, des bonnes choses vont arriver. Alors, les médias puis tout ça, ça m'intéresse pas. C'est vraiment, c'est fais ta job. Puis... c'est ça. Tu t'es rendu à combien de podcasts? je pense, 4? Non, peut-être 6 par semaine, ouais. Wow. C'est beaucoup. T'as quoi? T'as le Two Drink Minimum? J'ai Two Drink Minimum, j'ai le Pantelis podcast, Pantelis Frenchcast qu'on fait maintenant. J'ai les 2 morning shows. Je fais de la production pour le Intellectuals, qui c'est Poseidon puis Guido Grasso. C'est quoi les Intellectuals? C'est un podcast pour les 2 gars que je connais qui c'est les plus ridicules. Guido Grasso puis Poseidon, c'est pas des intellectuels. Alors, c'est leur podcast à eux. Ils parlent puis c'est de n'importe quoi. Puis à chaque 2 semaines, Guido, il rentre dans un mental hospital. C'est pour les fous. Puis il sort puis il fait son podcast. Alors imagine ça. C'est fucking... C'est fou. Alors j'ai ces 2-là. Puis le fin de semaine, on fait le live les dimanches. On parle avec les fans sur YouTube. Les samedis, lui a un autre podcast. Puis moi, je fais le Movie Night. On regarde des films ensemble avec le Patreon puis tout ça. Alors j'ai toujours quelque chose à faire. Très cool. Ouais. Puis j'écris. Comme j'ai le web series qu'on va commencer à filmer en mai, je pense. J'ai ça que tu as vu avant. Je dois toujours travailler. J'aime pas quand je fais rien. Ouais. Si je sens que je suis paresseux, que je contribue pas, je fais quelque chose, c'est là où je me rends fou. Tu peux me donner plein de choses à faire. Tu sais, comme quand je travaillais au bureau, je travaillais à EA et tout ça. Quand j'avais trop de travail, moi, j'étais content, j'étais heureux. Je sais comment que je vais organiser ça. Tout dans le rush, dans l'action. J'adore ça. Je suis bon, j'ai de l'adrénaline, puis c'est bon, je bois beaucoup de café. Quand j'ai rien à faire, ça, c'est un problème pour moi. Mais des fois, tu te donnes pas le temps de rien faire, comme tu sais, juste un samedi soir à écouter Netflix. Vraiment rare. Ah ouais. Vraiment, vraiment rare. Ouais, je dois toujours faire quelque chose. Puis, je veux faire tout ce que je peux maintenant pour les prochaines 10, 20 ans. Après, je peux chiller. Je peux relaxer. Mais je veux travailler maintenant parce que j'ai de l'énergie, j'ai les idées. Tout mon channel, tout commence à grandir. Ouais. Alors, c'est maintenant que je dois mettre du travail. Je ne peux pas être paresseux. C'est ça mon idée. Peut-être c'est faux. Peut-être dans 20 ans, je vais dire, oh shit. J'aurais dû prendre le temps de faire autre chose. Ouais, mais j'adore, je suis fucking heureux. J'adore ça. C'est ça qu'il faut. C'est ça que je pense, mais c'est pas pour tout le monde. J'ai plein d'amis en humour que pendant cette année, ils ont vraiment chillé. Ils n'ont pas commencé un podcast, ils écrivent pas et tout ça. Moi, je pense que quand on recommence, ils vont avoir des problèmes. Ah, il va y avoir un embouteillage, c'est sûr et certain. Ils vont être rusty vraiment quand sur la scène. Le monde les oublie. Si tu fais pas de podcast, tu fais rien, c'est comme t'as disparu. Ouais, il faut quand même continuer à s'entraîner, si on peut dire. Entraîner le muscle d'écriture. Mais je comprends tout à fait aussi qu'il y en a beaucoup qui ont eu des blocages. Là. C'est pas évident pour personne, là, humoriste ou pas. Là. T'as-tu des artistes que t'as parlé avec eux parce qu'il y avait comme des problèmes pendant cette année-là? Peut-être, oh shit, qu'est-ce que je vais faire avec le lockdown? Je suis dépressé. T'as-tu eu des problèmes comme ça? Tu parles de mes artistes ou comme en général? Tes artistes. Honnêtement, mes artistes, ils ont quand même bien pris ça. C'est bon? Ils s'en cachent pas, là, c'est des angoissés dans la vie. Puis j'ai l'impression que, puis au-delà de mes artistes à moi, j'ai parlé à d'autres humoristes qui sont anxieux. Là. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est eux qui l'ont mieux pris. Genre, c'est bizarre, ouais. Parce que moi aussi, je suis anxieux comme personne. Je pense que c'est P.B. Rivard qui m'a dit ça, mais il dit, tu sais, comme, on dirait que le fait que tout le monde soit devenu anxieux, ça a comme égalisé l'anxiété de tout le monde. Quand il m'a dit ça, j'ai comme fait, ah ouais, ok, ça fait du sens. Ça, c'est une bonne observation, ouais. Mais non, franchement, j'ai pas... mais aussi, ils ont quand même eu des contrats, ils sont restés actifs à différents niveaux, fait tant mieux, là. Mais non, il n'y a pas eu de grosses crises de panique de qu'est-ce que ma carrière va devenir. Es-tu bon dans ça si quelqu'un vient, un de tes artistes vient avec une conversation comme ça? Es-tu bonne pour ça? T'aimes-tu jouer ce rôle-là ou non? Je
pense que je suis correcte. Ils sont encore avec moi, fait que... T'es pas comme sérieux comme toi. T'es sympathique avec eux. Ben, je suis un mélange de calme-toi, puis genre, ça va bien aller, puis c'est correct, là, on discutons-en. Mais je suis pas fataliste, mais je suis pas super... j'ai pas la... Comment dire? Je suis pas très maternelle là, dans ma gérance, je pense. Je suis plus comme une petite sœur, là. Fait que je suis pas comme juste réconfortante ou juste comme... Non, tu sais... je pense. Faudrait leur demander. Non, ben, ils sont avec toi, puis moi, je te connais. T'es vraiment fun. Puis depuis que je te connais, à ce Just for Laughs là, t'étais toujours facile à parler avec. T'es comme... moi, je me souviens la première fois qu'on parlait ensemble à Just for Laughs. Ouais, puis c'était vraiment comme si on se connaissait. Ouais, ben, écoute, c'est pour ça que je suis venue ici aujourd'hui, parce que j'ai senti de ta part que, je me rappelle de cette soirée-là, c'est Mike qui nous a présenté. Ouais. Puis, c'est une soirée d'industrie, là, after hours, Just for Laughs. T'as juste des stars de l'humour qui sont là, l'alcool coule à flot parce que c'est au bar open. Ouais. Ce genre de party-là. Puis, non, c'était le fun parce que c'est n'importe qui que tu rencontres dans cet environnement-là. Tu sais, t'as des gens d'autant de Toronto, de LA, de New York, des gens de télé, des executives, des producteurs, des gérants. Tu sais, c'est la mecque de l'industrie anglophone de l'humour, là. Fait que c'est facile de juste comme se péter les bretelles, puis comme dire, tu sais, moi, je travaille sur tel projet, puis nanana, puis... Mais toi, c'était pas ça du tout, tu sais, c'était pas genre, qu'est-ce que tu fais, c'était pas genre, qu'est-ce que tu fais là, tu travailles avec qui, je m'en vais. Who are you in the industry, là, c'était pas ça que j'ai pas senti de toi, du tout. À un moment donné, je pense qu'on a juste parlé de peut-être une affaire, là, de comme, tu fais quoi dans la vie, puis après, t'as fait genre, I don't give a fuck. Yeah. Tu sais, ça sounds like me. Yeah. Tu m'as juste fait genre, parle-moi de toi, t'es qui, tu viens d'où, puis j'ai comme fait, OK, il s'intéresse à moi, il s'intéresse à qui je suis réellement au-delà de Just for Laugh, là, tu sais. Puis j'ai vraiment aimé ça, puis c'est pour ça que j'ai comme fait, je vais venir y jaser à Pentelis, ça fait longtemps en plus. Puis je t'avais jamais demandé de tout ça, alors c'est pour ça que je dis, fuck, ça doit être intéressant parce que... c'est la première fois qu'on en parle aussi longuement de nos carrières. C'est jamais arrivé. Non, c'est vrai. C'est juste parce que chaque fois qu'on est ensemble, il y a d'autres choses qui arrivent. Alors, on discute de, tu sais, qu'est-ce qui arrive maintenant, puis on rit, puis tout ça. Alors, puis ça fait quelques semaines que je pensais à toi, j'étais comme, ça doit être fucking intéressant. Parce que, pour moi, l'effet qu'il y a vraiment une grande industrie ici de l'humour en français, que c'est comme toutes les États-Unis ensemble, mais au Québec, déjà ça, je trouve ça intéressant. Toi, Marie-Lou, qu'est-ce que tu faisais? Je trouve ça déjà intéressant. Mais en pensant de toi, parce que je connais plein de gérants en anglais ils voulaient être humoristes. Ils ont essayé ça marchait pas. Mais ils commençaient à savoir comment ça marche le business. Ouais. Alors, ils ont rentré dans ça. Il y avait des amis qui étaient des bons humoristes. Ils disaient, hey shit, moi, je vais te représenter. Puis ça commençait comme ça. Mais avec toi, parce que tu m'as jamais parlé de, j'essayais ça, j'étais une open mic, je suis comme, alors comment est-ce que elle a rentré dans ça? J'étais vraiment, tu sais, puis ça faisait quelques jours, je vais l'inviter, je vais te demander parce que ça sort d'où? Tu sais, comment est-ce que, OK, j'adore le stand-up, je dois trouver une job dans ça. C'est pour ça que je t'ai demandé, je savais pas comment t'as rentré dans ça. Puis tu peux pas faire ça, ce que toi t'as fait ici, que tu peux pas faire ça à Toronto. C'est impossible. Ça existe pas tu sais, tu dois travailler pour une boîte qui fait plein de choses. Ils représentent des acteurs, des humoristes, tout ça. Puis tu travailles alentour. Okay. Mais toi, t'es vraiment dans l'humour maintenant. T'es dans l'industrie de l'humour. C'est fucking cool. Ouais. on est chanceux d'être ici. Oui, absolument, absolument. On a quand même une bonne, tu sais, des opportunités ici, des scènes. Il y a plein de choses qui arrivent ici. En humour français, anglais, mais plus en français. Mais au moins, on a quelque chose. Oui, absolument. On a quand même un bon système. Là, souvent, j'en parle avec Mike Patterson. Ouais. On dirait que tu en as déjà parlé avec Mike Patterson. Ouais, toi, tu parles, lui, il crie. Basically, yeah. Mais non, mais tu sais, moi, ça m'a toujours étonné comment... parce que quand même, Montréal, ville bilingue, festival Juste pour rire, festival Just for Laugh, tu sais... Ça reste quand même une ville importante pour l'humour, autant en anglais qu'en français, que même internationalement. Là. Fait que ça m'a toujours étonné
qu'il n'y ait pas comme plus d'humoristes anglophones à Montréal qui blow, là, qui explosent ici. Puis on m'a expliqué. Puis aussi, sachant qu'il y a il y avait le Comedy Works, qui était une super belle place, parce que j'ai quand même pu aller quelques fois. Comedy Nest aussi. Puis je pense que dans le temps, il y avait un 3e club, ça se peut-tu? Il y a toujours 2 clubs, mais ils changent. Maintenant, il y a juste un club, mais il y a des satellite rooms. Il y a plein d'autres mondes qui font des mini-clubs, on va dire. Il y a comme des soirées d'humour. Ouais, c'est ça. Mais à un moment donné, il y avait le Yuck Yucks aussi qui a essayé de s'implanter. Pour 2 mois. Ouais, c'est ça, ça n'a pas marché. Non. Mais tout ça pour dire, tu sais, pourquoi qu'on a ça dans l'humour anglophone? Puis je pense que dans le temps, ça roulait quand même plus, là. Mais comment ça? Tu sais, qu'il y a pas comme plus des one-man shows qui partent du Montréal anglophone ou quoi que ce soit. C'est bizarre en anglais, je dois dire. L'amour, moi, je vois vraiment avec le public français, la façon qu'ils sont avec moi, c'est l'amour pour l'art. Ils adorent ça, l'humour, mais ils veulent vraiment supporter l'artiste. Ils sont comme, oh shit, même moi j'ai mon accent, je suis grec, tout ça, mais ils sont comme, oh shit, il vient d'ici, on le supporte. En anglais, puis Poseidon est chanceux qu'il a vu les 2 scènes avec moi parce que ça fait longtemps qu'il est avec moi. C'est pas vraiment ça. La majorité des gens sont comme... Tu dois travailler pour les rentrer dans ton équipe. S'ils sont pas vraiment en amour, c'est comme, oh, lui, il vient d'ici, alors je m'en fous. Si tu quand je pars, si je fais quelque chose à Los Angeles ou whatever, puis je reviens, ils sont comme, oh, là, il appartient à nous. Mais il veut pas t'aider déjà quand tu es là pour grandir. Mais en français, c'est le contraire. En français, c'est comme, moi, je le vois ça avec moi, le monde me pousse. C'est comme, non, tu fais partie de la scène ici maintenant, fucking continue, fais ça. Il veut vraiment que tu as du succès. Puis en anglais, c'est pas comme ça. Je pense que c'est culturel. Le façon je sais pas, nous on dit ça avec les musiciens ici, c'est Montreal has a hater culture. Parce que même j'ai eu des musiciens sur mon podcast anglais, ils m'ont dit la même chose. Je dis, c'est comment les fans puis tes amis et tout ça, ils disent, c'est bizarre. Quand je suis ici, ils veulent pas te supporter, ils veulent pas venir à nos soirées. Dès qu'on avait fait une petite tournée, on est allé à Los Angeles, on a travaillé avec des grands bands. Là, le monde est comme, oh, tu sais, eux, moi je les connais depuis l'école secondaire, tout ça. Mais en français, moi je vois le contraire. Mais pourquoi? Je peux pas l'expliquer. C'est-tu parce qu'il y a tout le matériel des États-Unis qui... Ça doit être plus que ça. C'est comme si la confiance du monde, tu sais, de la France, ils ont plus de confiance en eux, comme culturellement en eux-mêmes. Moi, je le vois comme ça. C'est comme, ils sont heureux que quelque chose d'ici part puis tu fais quelque chose. Mais en anglais, c'est comme s'il y a plein de gens qui ont peur, comme, oh, si elle fait ça, pourquoi est-ce qu'elle fait ça puis moi je le fais pas? Un peu de jalousie, c'est fucking bizarre. C'est pas tout le monde, mais c'est une grande partie. Mais tu sais, la scène française, c'est vraiment comme, oh non, moi je veux que il ou elle fasse bien parce qu'il vient d'ici. Ils sont pas jaloux de ça, ils veulent le supporter. Puis c'est bizarre, moi j'ai vu les 2 côtés, puis je peux pas expliquer pourquoi. Tout le monde le connaît. J'amène des humoristes en anglais, puis ici, je sais de quoi tu parles, ils me disent, mais on peut pas l'expliquer. C'est bizarre. Parce que c'est pas tout le monde. Tu sais, en anglais aussi, t'as des fans qui sont vraiment, ils veulent te supporter, mais en majorité, c'est fucking bizarre. C'est comme s'ils essaient de te pousser, tu sais, par terre. Puis en français, ils essaient de te élever. C'est fucking... Puis c'est pas juste pour les Français. Même moi, avec mon accent et tout ça, ils font le même avec moi. Ils me poussent pour faire bien. Ils veulent ton succès. Alors, c'est pas à dire, oh, il veut juste supporter les Québécois. C'est pas vrai. Je sais pas pourquoi la culture artistique en français ici, c'est plus respecté. Ils adorent ça. Je sais pas c'est quoi, mais il y a une fucking différence. Mais je pense qu'il y a aussi le fait que ça parle vraiment au peuple québécois. Tu sais, on se le cachera pas, là. C'est quand même une minorité dans le Canada, là, le Québec. Là, mais même les choses qu'on fait qui font pas partie des... Comme moi, j'ai fait des choses en anglais, que c'est des gens français qui parlent pas beaucoup d'anglais, qui me poussent, qui veulent supporter. Ça n'a rien à faire avec le Québec, mais ils sont juste comme, oh shit, tu sais, c'est un de nos gars. On va Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Puis en anglais, c'est fucking difficile. C'est vraiment bizarre. Puis on le connaît, mais je sais pas. Je peux pas te répondre. Je sais pas pourquoi ils sont comme ça. Au-delà du public qui suit les artistes anglophones, puis c'est de ça que je parlais avec Mike Patterson, j'ai demandé pourquoi il n'y a pas comme un... Pourquoi il n'y a pas une genre de fraternité, il n'y a pas d'association, il n'y a pas de... Ouais, on n'a rien.
il y a personne qui est comme assez game de comme structurer, on dirait, de comme, comme je dis, il y avait 2 super nice comedy clubs. Pourquoi il n'y a pas comme, je sais pas, un mouvement, monter des soirées régulières avec les artistes locaux, ou comme tu fais venir un gars de Toronto de temps en temps, ou des trucs comme ça. Mais on a essayé de faire ça. Comme les 2 clubs avaient toujours des bons humoristes. Le Comedy Nest a toujours des bons humoristes pendant le fin de semaine. Ne serait-ce que le vendredi, pas le vendredi, mais mettons le lundi soir, c'est juste des locaux. Ouais. Puis c'est pas le talent qui manque, là. Le talent, le problème, c'est qu'il s'en va quand à Montréal, ça commence à être un peu intéressant. Mais c'est ça qui est arrivé avec nous. Quand moi, j'avais commencé, il y avait plus d'humoristes ici en anglais qui avaient du talent. Même Massimo était ici, Sammy était encore... Comme il y avait des gens qui étaient comme des stars, qui étaient encore là. Mais quand tu veux vraiment faire quelque chose d'un autre niveau, c'était juste avant les podcasts, tout ça, t'avais pas le choix. Alors, tout le monde commençait à partir. Même moi, juste quelques mois avant que je rencontre Mike et tout ça, j'étais prêt à ou arrêter le stand-up ou déménager. Ou c'était vraiment comme j'étais à la limite. Okay. Parce qu'il n'y a rien que tu peux faire comme tu reaches ton plateau. Ouais, c'est ça. Puis, ils ont parti. Puis, il y avait un moment où, pour certains mois ici, j'ai devenu une veteran. Puis, je sentais pas bien. Ah ouais, okay. J'étais comme, comment est-ce que moi, je suis une des veterans? Tu sais, ça fait 5 ans que je fais ça, tu sais. J'étais comme, c'est quoi ça? Ils ont allé où? Puis ils commençaient à partir. Mike a resté, David Pride a resté, Séguin, puis c'était vraiment tout. Tout le monde d'autre, tu sais, commence à partir. Puis, alors en anglais, t'as pas vraiment un grand mentorship. Ouais, en français, tout le monde est là, alors il peut apprendre. Ouais. Les jeunes apprennent des autres, puis ça continue. Ici, tout le monde s'en va. C'est vrai. En anglais. Ouais, c'est ça. Alors, ça aide pas. Ça aide pas à grandir la culture du stand-up ici. Même moi, mon style de l'humour, c'est pas un style montréalais, c'est un style New York. Ouais. Parce qu'il y a un style d'humour à Montréal, parce qu'on le voit, je le vois sur la scène, puis moi, je l'aime pas, je le trouve pas drôle. Je sais même pas, ça serait quoi. Je peux te montrer, puis tu vas être, ok, je comprends, c'est vraiment... la façon de parler, les jokes sont livrés, puis tout ça, c'est vraiment, vraiment anglais montréalais. Moi, c'est pas mon style, puis je n'ai pas fait ça par exprès. Mes influences, c'était vraiment des humoristes américains. Ouais. Puis j'aimais le contexte des jokes de Boston puis New York. Ouais. Alors j'ai vraiment tombé dans ça, sans prendre conscience. Mais maintenant, je vois des humoristes, je vois les Montréalais, puis je suis comme, oh shit, ok, c'est ça nos différences. Parce qu'au début, je savais pas. Je peux pas expliquer, je sais pas pourquoi je dis des jokes différemment que lui. Je savais pas c'était quoi la différence. Maintenant, tu sais, avec des années d'expérience, je vois. Je suis comme, puis je le vois avec Mike aussi. Ouais. Mike est différent des humoristes québécois. Son style est un style américain. Mais il y a des styles québécois que je vois, je peux rire avec. Je suis comme, oh shit, le style est différent. Ouais. C'est ça qui... Comme tu sens qu'ils sont différents, mais tu peux pas vraiment mettre ton doigt et dire, c'est ça. Ouais. C'est parce que Mike a un style vraiment américain. Autant t'écoutes de l'humour français ou belge, c'est pas la même chose. Là. Tu vois, mais c'est de l'humour, tu peux rire avec les deux, oui, mais c'était comme, fuck, c'est quoi la différence? Je peux pas mettre le doigt dessus, mais c'est ça. Comme Sugar Sammy, quand il est allé, il m'avait appelé, ça fait 2 semaines, puis on parlait de ça. Quand il est allé en France, pour eux, c'était comme, c'est quoi ça? C'est différent, c'est exotique. Ouais, c'était vraiment, mais c'est à cause de son style. Ouais. Son style est complètement différent, alors tout le monde est surpris, comme, oh shit, c'est comme ça qu'on fait le stand-up. Ouais. Puis toi, y a-t-il comme des choses du milieu francophone que tu as appris qui te servent en anglais? Comme en style ou moi, en business, j'ai appris beaucoup parce que toutes les choses que je faisais moi-même, indépendant, j'ai vu des choses que comme toi, tu vas faire pour tes artistes ou Michel, que j'ai appris d'eux, puis je suis comme, OK, je peux rajouter ça à mon arsenal, tu vois? J'ai appris de ça. J'ai appris, à cause de Mike, la connexion avec le public, beaucoup. C'est pour ça, avec le Patreon, tu sais, je parle avec le monde, je réponds aux questions, puis je prends tous leurs messages sérieusement. J'ai des gens qui me disent, hey, viens à cette place. C'est des places que je savais même pas qu'ils existaient. Tu sais, t'as des fans ici, viens faire une show ici. Puis tout ça, j'écris tout ça. Ouais. Alors, quand les choses réouvrent, j'ai des places pour aller, pour faire mon heure, tu sais, faire le stand-up et tout ça. Mais j'ai appris ça de Mike. Mike, il prend des questions au fin de sous-écoute. Alors, il part directement. Mike, j'ai vu il n'a pas peur. Comme moi, après le show, il est dehors, puis il parle avec le monde. Puis, c'est OK. Mike, c'est une des plus grandes vedettes ici. Lui, il fait ça.
Alors, shit, ça marche pour lui. Moi, je vais essayer ça. Puis, t'apprends tout le temps. Quelqu'un dit que hey, j'aimais ce joke-là, j'aimais le podcast avec elle, avec lui, tout ça. Puis, t'apprends. T'es comme, le monde aime ça. Pourquoi? Parce que, puis ça, c'était toute la scène française. J'ai appris ça à cause de Mike. Puis, la façon de faire en anglais, c'était vraiment plus encadré. Mm-hmm. Moi, je fais ça, je te le donne. Okay, ouais, je fais des sketchs en ligne. T'écoutes pas le retour. Exactement. Feedback, là, ouais. Mais c'est pas par exprès, c'est juste la façon, parce que comme je dis, c'est difficile de grandir quelque chose en anglais ici. Mm-hmm. Alors vraiment, tu crées quelque chose puis tu le sors. Maintenant, ça appartient à eux. Je continue. C'est plus, c'est comme une factory. Mm-hmm. T'es pas connecté comme avec nos souliers. On voit pas les enfants qui le font. C'est juste, on va puis on les achète. Ouais. C'est comme ça. C'est vraiment un factory. Mais en français, c'est plus, t'as des fans que tu vas connaître. Ouais. Tu connais leur nom, tu vas les voir au show, Ouais. ça devient personnel. Ouais, c'est vrai. Alors, j'ai appris tout ça, puis c'était inconscient que je le faisais au début. Je suis comme, ça, c'est une bonne... ouais, pourquoi est-ce que je fais pas ça? Puis maintenant, je vois pourquoi je le fais, puis pourquoi eux, ils le font. Mm-hmm. J'ai comme, shit, ils comprennent l'aspect personnel. C'est important, moi, je pense, pour l'humour. C'est important qu'ils sont confortables avec toi, le public, parce que toi, tu vas te sentir confortable avec eux. Ouais. Tu sais, on a un bon rapport. Ouais. Puis pour moi, ça m'aide beaucoup parce qu'au début, j'avais problème avec l'accent. T'es déjà bon là-dedans aussi. T'es un people's person. Ouais, mais moi, j'avais peur de mon accent. J'étais vraiment gêné. Je voulais pas faire du stand-up en français. Même Mike me poussait. C'était la première fois que j'ai fait du stand-up pour Mike. C'était pas la première fois qu'il m'a demandé. Ouais. Il m'a demandé de le faire. C'est la première fois qu'il m'a demandé de faire la première partie, mais il me poussait. Hey, go, tu sais, do un open mic. Ouais. Essaye-le. J'étais comme, non, mon accent, il va pas me comprendre. Ils vont avoir des problèmes. Puis essayer de me dire, mais t'as vu, sous-écoute. Ils ont rien dit par rapport à ton accent. Puis c'était plus fort que qu'est-ce que c'est maintenant. Maintenant, ça commence à ralentir un peu l'accent. Mais je me calme un peu. Mais j'avais fucking honte. Ah ouais. J'étais gêné. Puis quand j'étais à Saint-Jérôme, je dis, fuck. Ça va aller vraiment bad. T'as fait de l'école en anglais? Oui, mais mon école secondaire puis mon école maternelle, c'était en français. OK. Puis après, à l'université, je fais ça en anglais. Toute mon école était vraiment en français. Mm-hmm. Au maternelle, les professeurs, ils venaient de la France ou de l'Égypte, allaient parler le français de la France. En école secondaire, c'était vraiment la première fois où j'avais des professeurs qui étaient vraiment québécoises, full. Puis, c'était fucking un autre monde pour moi. C'était une autre langue. Puis c'était dans Parkex? Non, mon école était sur l'Acadie. OK. Evangeline et la Dauversière. C'est une école multiethnique? Oui. Moi, c'était multiethnique. Puis, mais tout le monde parlait français meilleur que moi. À cause de mon accent déjà, ça commençait à... Mon accent était bizarre. Je suis une grecque, puis mes professeurs venaient de la France. Alors, je parle français comme ça. Mm-hmm. Puis après, je me souviens, la première journée, j'avais une retenue, j'avais demandé de la classe. Puis la professeure m'a dit, c'est drette là. Puis je dis, quoi, madame? C'est drette là. Je dis, je vous comprends pas. Puis elle dit, tu parles pas français? Puis après, moi, je dis, non, madame, moi, je parle français. C'est vous qui ne parlez pas français. Puis j'ai eu une retenue, puis tout ça. Puis j'étais comme, pourquoi est-ce qu'elle est fâchée? Ah ouais, une retenue? Ouais, moi, je pensais elle pensait que je niaisais avec elle. Puis moi, je pensais qu'elle fuckait avec moi. OK, ouais. J'étais comme, c'est quoi ça, drette là? De quoi elle parle? Puis c'était comme, non, c'est différent. Puis mon accent, tu sais, c'était au milieu. Puis c'est complètement dévolué. Après ça, je travaillais en anglais pendant des années pour toutes les grandes boîtes. Ça devient de l'habitude, là. Je parlais pas français. Ouais. Alors, tu commences à oublier un peu. Mm-hmm. Puis maintenant, à cause de Mike, puis je fais le stand-up, puis je fais le podcast, ça commence à revenir. Tu sais, mon français, ça revient. C'est plus facile de parler en français. Puis mon accent, c'est un peu moins que c'était. Mais à cause que le monde aime ça, puis ils me comprennent, puis ils n'ont pas de problème. Maintenant, j'ai de confiance. Je suis plus gêné. Ah non, moi, je trouve que ton français est excellent. Là. Tu vois, dans ma tête, ça a une différence. Qu'avant, tu sais? Non, même comme tu me dis ça, mais moi, quand je parle, je trouve qu'il y a un problème. Non. Mais si le monde n'a pas de problème, c'est ça que Mike m'expliquait. Non, mais ta syntaxe est parfaite. Je veux dire, il n'y a rien à te reprocher. Là. Oui, tu as un accent, mais on a tous un accent. Je sais pas. Poseidon n'a pas une fucking accent. Lui, c'est... Poseidon, je sais même pas si tu parles du français. Ouais. Lui, il travaillait dans des ventes et tout ça. Alors lui... c'est vrai, tu serais... Je sais plus si c'est tabou de le dire ou pas. Ah ouais, maintenant, tu peux, il est parti de partout. Mais lui, il faisait, tu sais, pour les autos, pour tout. Ouais, c'est ça. Talus, tout ça. Ouais. Alors lui, il a fait plein de choses. Mais moi, j'adore les accents à la base. Moi, on dirait que plus l'accent est gras, moi, j'adore ça. Ah ouais? Moi, genre un accent australien, je fonds, là. Sauf que je suis allée à Édimbourg. C'est quoi ça? Edinburgh. Edinburgh, OK.
en Écosse. L'année où est-ce que Mike était là, d'ailleurs. T'étais là aussi? Ouais, je suis allée avec Charles Deschamps. On s'était dit, on va se faire un trip, aller voir ça ressemble à quoi le Festival d'Édimbourg. C'est quand même très, très, très connu. Là. Puis, c'est pas caché non plus que ZooFest, puis juste pour rire, tout ce qui est comme un peu extérieur, c'est un peu inspiré de ça. Oh, je savais pas. Ouais, fait que on est allé. C'est vraiment le fun. Puis la fin, c'est quand je parle d'accent très gras, là, la première personne avec qui j'ai interagi en Écosse, c'était le monsieur qui vendait des billets d'autobus pour se rendre en ville de l'aéroport. Mais j'ai tellement rien compris, là. C'était comme what? C'était trop gras. Je pense qu'il voulait juste me dire ça coûte 6 €, là. Ouais. Pas euros, mais c'est-tu des euros là-bas? Je pense que c'est des euros. Mais ouais, c'est fort leur accent. Mais c'est fort, là, vraiment fort. J'étais comme gênée. Là. J'avais vraiment l'air d'une touriste vietnamienne là, qui parlait ni anglais ni français. Là. J'ai vraiment fait le saut. Puis j'ai regardé Charles Deschamps. J'ai aide-moi, il fait genre, je comprends pas plus. On lui a juste donné l'argent, il nous a retourné le billet avec le change. On était comme, OK, c'est ça, il nous demandait le cash, I guess. Moi, je ris tout le temps avec, comme, c'était l'Écosse, puis l'Irlande, c'est Ireland, puis tout ça, leur accent. Même, tu sais, avant, on parlait de mon ami sur Netflix, Robert. Ouais. Moi, je le niaise à chaque fois. Puis, parce que lui, il vient de l'Irlande. Puis, il a son accent là. Puis, la première fois qu'on se connut, un des jokes que j'avais dit à lui, j'étais comme, t'as-tu une speech impediment? Pourquoi est-ce que tu parles? T'as-tu un problème? Pourquoi est-ce que tu parles comme ça? Puis, il va regarder, comme, je viens de l'Irlande. C'est ça que je dis. OK, ça explique. Mais je les niaise. Mais moi aussi, j'aime ça, les accents. Mais je sais pas pourquoi, pour moi-même, je suis gêné si j'ai un fucking accent. C'est ça les choses que je te disais je suis bizarre. C'est que tu l'overanalyses. C'est sûr que tu es conscient quand tu parles, c'est pour ça. Parce que sinon... Je pense que c'est ça. Ouais. Parce que j'overanalyse tout. Ouais. Ouais. C'est du ADHD, peut-être. Ça doit pas aider là, d'avoir des écouteurs qui te renvoient ton accent. Oh, pour maintenant? Ouais. C'est ça. Ouais, ça aide pas, ouais. Non, c'est ça. Oh, fuck, mais Mylène, je suis fucking heureux que t'es venu. C'est un bon podcast. Ah, ben, j'espère. Non. Puis, dis-moi, pour tes artistes, le monde vont les trouver où? Parce que moi, je mets tes liens pour toi. Ils peuvent te suivre sur Instagram, ils peuvent voir le petit shop et tout ça. Mais pour tes artistes, on fait de la promotion, ils vont aller où? Vous avez une site web, c'est sûr? Oui, on a un site web en construction en ce moment, le eno.ca. Mais sinon, Instagram, Facebook, Simon Gouache, Michel Desrochers, Maud Landry, Evelyne Auger aussi, que maintenant avec qui je travaille, qui n'est pas humoriste, mais qui est chef végétarienne et créatrice de contenu. Chef vegan? Chef végé. Végé, pas vegan. Non, pas vegan. Ah, alors, pour pas être ami. Ah, ça marche pas. Ça marche pas pour Mike. C'est pas pour moi. C'est pour Mike. T'es-tu rendu vegan? Moi, non. OK. Non, j'ai essayé, mais c'est impossible. T'as essayé? T'es quand même... Ouais. J'ai essayé pour Mike parce que c'est une bonne raison. Moi, j'adore les animaux. J'adore les animaux. Ouais. Je veux pas les faire du mal, mais j'adore manger de la viande. Ouais, ça, je suis coupable. Je trouve ça bon de la viande. Toi aussi, non? Mais je sais que tu adores les animaux. J'adore les animaux. J'ai un chat qui a pas de bon sens. Mon chien aussi. Mais j'ai grandi... Je sais que c'est pas une excuse. J'ai grandi sur la viande. T'sais, les Vietnamiens, on mange du porc non-stop. Mais on utilise tous les morceaux. Les os vont dans le bouillon, tout ça. Fait que j'ai grandi avec ça, mais ça reste que depuis que j'habite toute seule, j'en mange moins. Okay. C'est arrivé par le fait que je voulais pas scraper ma viande en le cuisinant. J'ai pas de skills en cuisine, là, zéro. Oh non? Ah non, vraiment pas. Vraiment, vraiment pas. En ce moment, c'est mon chum qui cuisine tout. Là, puis ça a de l'air bon, puis moi j'ai Instagram, puis on dirait qu'on a fait ça ensemble, là, mais c'est pas vrai. Là. Mais j'adore manger, cuisiner, j'ai aucune patience. Fait que avec les viandes, tu sais, comme je voulais pas les scraper, fait de fil en aiguille, j'en ai juste moins acheté, puis j'en ai moins mangé, puis honnêtement, ça fait du bien. Là. Ça fait. Je peux te dire que honnêtement, je mange moins de viande que qu'est-ce que je mangeais avant que je connais Mike. Ça, c'est vrai. Ouais. Il m'a affecté comme ça. Mais j'avais essayé de faire zéro viande. Ouais. Je peux plus. Mais moi, je pourrais être pescatarian si je voulais vraiment. Là. Juste poisson? Juste poisson, fruits de mer. J'adore ça. J'adore ça aussi, mais j'aime ça un bon steak des fois. Mais c'est ça, quand je mange de la viande, je le choisis bien. C'est une pièce de qualité. Ouais, moi je vais pas. C'est pas pour manger des hot dogs. C'est vraiment, c'est pas ça qui va m'arrêter. Si c'était ça, je peux devenir vegan. C'est vraiment pour comme fruits de mer, tu sais, un bon steak, de poulet, des choses comme ça. Ça,
C'est pour ça que je peux pas devenir vegan. Ça goûte. Mais on sait jamais si ils vont me dire que j'ai le choix un jour que je peux manger des choses fake comme Mike, tu sais, les Beyond Meat. Tu l'as essayé? J'ai essayé. Impossible Burger? J'ai pas de problème avec ça. J'adorais ça. C'est juste que moi, j'ai peur parce que je lis qu'il y a des choses de chemical dedans et tout ça. Moi, c'est ça, j'ai peur pour ma santé. Ouais. S'ils me disent c'est 100% safe, je peux changer parce que je vois pas de différence. Si tu me donnes du meat synthétique comme Bill Gates il disait, Bill Gates disait il veut faire 100% de la viande être synthétique, fake. Mais lui, il est un peu fou. Il buvait de l'eau qui était de la merde. Je sais pas si tu avais vu ça. C'est tout. Le monde avait chié dedans, puis lui a une filtre, puis il buvait ça. Puis il dit ce l'eau-là, c'est tout de la merde du village. Puis je suis comme, OK, Bill, calme-toi. T'as trop d'argent maintenant. tu manges la merde de quelqu'un d'autre, puis t'es comme, hey, de séance. Right? C'est un peu exagéré, Bill. Travaille sur les virus. Faut qu'ils vivent un peu. Ouais, non, mais. Trop d'argent. Mais lui dit qu'on doit changer à 100% synthétique. Ah ouais. Ouais. Mais comme c'est des protéines que tu shootes dans les. Je sais pas. C'est pour les nerds. Moi puis toi, on connaît pas cette vie-là. Nous, on est pour le thug life de comedy. Eux, ils sont pour le thug life des nerds, tu sais, les choses scientifiques. Je suis pas bon dans ça. Mais t'es super renseigné, par exemple. Tu sais, je t'écoutais sur quelques podcasts. Là. Sur certaines choses qui m'intéressent. Mais si ça ne m'intéresse pas, c'est vraiment difficile de rentrer dans ça. Comme j'ai appris plein de choses cette semaine par rapport à la Chine que je savais pas. Pourquoi? Tu t'es embourbé dans des recherches Google? À cause du soccer. Qu'est-ce qui se passe? Il y a la ligue soccer chinoise. Puis moi, je savais qu'ils payaient beaucoup pour avoir des grands joueurs. Alors je dis, OK, ça doit être vraiment bon pour eux. Mais en lisant, j'ai appris que c'est pas vrai. Il y a plein de joueurs qui ne sont pas fait payer tout leur argent et ont parti parce que c'est toute une scam. Le gouvernement avait un plan d'ici jusqu'à 2050 que la Chine ait un grand pouvoir dans le soccer parce qu'ils pensent que culturellement, et ça va les aider à rentrer dans d'autres pays. Parce que le monde adore le soccer. Alors ils disent on doit être vraiment bon dans le soccer. C'est 1 billion de personnes. On va avoir 11 bons joueurs. On va détruire tout le monde. On va gagner une coupe et ça va aller bien pour nous. Mais ils ont essayé puis ça ne marchait pas. Alors, ils ont dit, OK, on n'a pas de bons joueurs. On va faire une ligue qui est vraiment bon pour attracter plein d'autres mondes, puis ça va continuer. Alors, ils poussaient des gérants de compagnie, ce qui était vraiment comme, il y avait plein d'argent, à acheter des équipes, puis construire des stadiums, puis tout ça, puis payer des gens. Puis eux, ils n'aimaient même pas le soccer. Mais ils faisaient ça parce qu'ils avaient peur du gouvernement. Okay. Les gens venaient, ça vendait vraiment pas, ils perdaient de l'argent, tout ça. Alors, tout commençait à se faire scrapper. Il y avait plein de match fixing, des choses comme ça. Puis, les gens partaient avec comme, hey shit, tu m'as pas payé tout mon argent, tu sais, les Européens. Après ça, j'ai su que la ligue, c'était fake, ça marchait vraiment pas. Ils disaient des numéros qui étaient fausses. Juste pour montrer au monde, hey, la Chine commence à devenir une superpower dans le soccer, puis c'était pas vrai. Puis, apparemment, ça fait quelques mois, le gouvernement s'est rendu fou parce que l'équipe de Chine a perdu contre le Thaïlande dans un match qui était pour la qualification, je pense, pour une coupe. Puis, ils ont perdu 5-1. Puis, c'était une équipe qui était juste des jeunes gars de Thaïlande. Alors, le gouvernement était furieux. Après ça, ils ont perdu contre la Syrie pendant que la Syrie était en guerre. Puis, l'équipe pouvait même pas s'entraîner. Alors, c'était juste... Mais tout ça a été fait. Ils ont juste pour la propagande, pour le monde, pour rentrer dans plus. Puis, le gouvernement a vu que ça marchait pas. Alors, ils commençaient à être frustrés. Puis, des gens ont allé en prison, tout ça. Et juste à cause que leur équipe était pas assez bon. Puis ils blâmaient des choses fucking fous comme ça. Alors j'ai appris plein de choses à propos de ça autour du gouvernement. Puis je savais même pas que le gars qui est en charge maintenant de la Chine, Jinping Yu, whatever the fuck his name is, lui, s'il veut, il peut rester jusqu'à... Il peut rester là comme ruler pendant toute sa vie. Ouais. Okay. Plein de choses que je savais pas. Puis combien d'heures t'as mis sur des recherches trop. Sur la Chine? Trop, Willine, trop. Puis genre, trop. mettons, si tu m'en avais pas parlé là, tu l'aurais utilisé dans quel contexte? Exactement. Pour rien. C'est pour ça que je dis pour rien. Si ça m'intéresse, je rentre dans ça. Mais des fois, c'est des affaires comme ça, c'est complètement inutile. Le monde s'en fout de ça. C'est intéressant, mais c'est complètement inutile. Mais c'est intéressant. C'est ça, c'est intéressant. Ouais. Puis ils doivent, j'ai vu à l'Angleterre, tu sais, le British Premier League Soccer, la Chine leur doit comme 135 millions de dollars. My God. Ouais, parce qu'ils ont pris les rights, mais ils n'ont jamais payé pour. OK.
Alors, ils ont arrêté de montrer les jeux là-bas. Même chose pour l'Espagne. Ils ont dit, fuck, mais c'est des crosseurs. Ils font des contrats puis ils nous payent pas. Ouais, la Chine fait n'importe qu'est-ce qu'il veut. Moi, je pensais que tu allais me conter un fun fact de genre 1 minute. Non, comme je te dis. 4 minutes sur la Chine. Sur la Chine, puis c'est rien d'important. C'est tellement de niche. En plus, c'est pas genre, je sais pas, l'immigration chinoise. C'est comme. Complètement inutile. Soccer. Complètement inutile. Puis c'est même pas. C'est vraiment le propagande qui utilise le soccer. C'est même pas. Ça peut même pas intéresser les fans de soccer. C'est vraiment. Ça, c'est toute de la lecture que tu fais ou c'est genre une vidéo de 1 heure sur YouTube? Non, c'est comme je vois quelque chose. Ça a commencé par une vidéo qui parlait de la ligue. J'étais comme, oh fuck. Puis après, tu rentres dans les recherches. Ça marche comment cette ligue-là? Pourquoi est-ce que lui est parti pour ça? C'était combien d'argent? Ils n'ont pas payé. Ah, c'est quoi ça? Puis je rentre dans une rabbit hole de rien. De rien. Ça aide à rien. Ouais. Mais tu l'as utilisé, là. Tu vois? Puis là, tu vas-tu, comme, maintenant que tu me l'as raconté, est-ce que tu vas le scratcher de ton cerveau? Ouais, mais non, ou genre, tu vas l'utiliser sur quelqu'un d'autre? Non, mais non, je peux plus. J'ai parlé ce matin à lui, puis maintenant à toi, puis je pense que ça va sortir. Ouais, parce que maintenant, au moins, Tu laisses l'espace pour d'autres choses, là, quand même. Il y a beaucoup d'espace ici. C'est presque vide. Don't worry. Non, j'y crois pas, on dirait. Non, c'est... Mais tu as un intérêt quand même beaucoup pour la politique, je me trompe ou pas? Je sais pas. Oui, je deviens des fois politique. C'est juste, tu sais qu'est-ce que j'aime pas? J'aime pas quand les politiciens volent des droits des personnes. Moi, je suis vraiment pour la liberté, puis pour le droit de la personne. Alors, il y a des choses qui m'énervent. Comme quand on parle du racisme ou des choses, il y a des choses que je suis comme, pourquoi est-ce que c'est une conversation? En 2021, quand quelqu'un sort et dit, tu sais, les Noirs sont comme les Blancs. J'ai comme, de quoi t'as rien à dire. C'est pas une conversation qu'on doit avoir. Il y a pas la différence. C'est que toi, tu me dis qu'il y a une différence. Il y a pas une différence qu'on doit discuter. Pour moi, c'est complètement fou. Alors, je deviens passionné puis je suis comme, fuck, c'est juste une division qui t'essaye de faire en ne pas le faire, tu sais. C'est des choses fous que je trouve. Alors, je rentre dans ça puis ça m'énerve. Ouais. Puis le monde dit, fuck, lui, il est vraiment, tu sais, il aime ça, la politique. Non, je déteste ça. C'est juste que T'as besoin de l'extérioriser. Ça m'énerve. C'est ça qui arrive aux États-Unis. Ouais. Comme avec Black Lives Matter et tout ça. C'est vraiment, ils séparent les gens. Puis après, ils disent, pourquoi est-ce que vous êtes séparés? Mais tu viens de séparer le peuple en couleur ou en religion, tout ça. Puis après, tu te demandes pourquoi est-ce qu'ils sont séparés. Ouais. Come on. C'est des choses comme ça qui m'énervent. Puis je fais des recherches, puis le monde est comme, oh shit, lui, il connaît la politique, mais je connais pas. C'est juste des choses. C'est quand c'est vraiment les choses comme ça, civiles, ou, tu sais, les libertés de personnes. J'étais comme ça. Il y a une injustice. Ouais, j'aime pas ça. Les injustices, ça m'énerve. Même, c'était comme ça que j'étais en secondaire, même avec gay marriage. Il y avait tout un débat. Moi, j'étais vraiment fâché parce que je suis pas homosexuel, mais ce qui me fâche, c'est que pourquoi est-ce que le gouvernement rentre dans ça? C'est pas de tes affaires. Comment est-ce qu'on a fait que le gouvernement peut choisir, oui, tu peux marier lui ou elle? C'est pas de tes affaires. Ça doit pas être même un débat. Ça n'a rien à faire avec moi, ça n'a rien à faire avec toi. Rentre pas dans ça. Tu peux pas choisir pour quelqu'un qui vont aimer. Tout ça. Alors, c'est des choses comme ça qui m'énervent. C'est pas à cause que je suis vraiment, bless you, vraiment comme pro-gay rights. C'est pas ça. C'est pas que je veux rentrer dans une camp. C'est vraiment comme tu rentres dans les affaires personnelles de quelqu'un. T'es le gouvernement. C'est pas ta job. Alors, puis le monde, des fois, il construit ça comme, oh shit, lui, il est vraiment politique, il rentre dans ça. Mais non, j'aime pas les groupes. Je veux pas rentrer dans les groupes, je déteste ça. C'est juste que j'aime pas les injustices. Ouais. Puis j'aime pas quand on donne trop de pouvoir au gouvernement. Moi, je trouve ça vraiment dangereux. Regarde les autres places qui ont fait ça. Regarde la Chine. Comme je te dis, le gars peut rester là-bas. Ouais. Et s'il veut, il peut rester. C'est les choses comme maintenant, c'est le couvre-feu qui m'énerve. C'est pas les masques. Ça. Moi, je dis, fuck importe les masques. Tu rentres dans le magasin, sois prudent, je m'en fous. Mais le couvre-feu, c'est ça qui m'énerve. C'est comme, moi, je veux faire du jogging à 9h. Pourquoi pas? You know, pourquoi pas? C'est pas tes affaires, c'est ça qui m'énerve. Moi, ça m'a jamais causé problème, ce couvre-feu, parce que je faisais déjà rien après 8 heures le soir, tout simplement. Mais je vais te dire, jusqu'à date, tous les podcasts qu'on fait le soir, comme tout Drink Minimum, ouais. Ils m'ont pas arrêté. J'ai le feuille et tout ça. Ouais, mais ils m'ont jamais arrêté. Je dois dire la vérité. Puis j'ai vu 2 policiers déjà dans 2 journées différentes. Même lundi passé, je faisais le podcast. Ouais. Je suis parti, il y avait une policier avec les nouvelles autos, tu sais, noires. Undercover. Genre. Undercover, ouais. Ben pas vraiment undercover, je sais qu'il était un policier. Il m'a pas arrêté non plus. Alors, je dois dire, au moins, moi, ils m'ont pas harcelé.
Mais c'est à cause que je suis pas une sans-abri. Si j'étais un sans-abri, ils m'auraient pété la gueule. Ils n'ont pas le droit d'être dehors. Hey, c'est passé quoi? Tu te souviens de ça? Avec quand le gars disait que les sans-abri, c'est pas une excuse de ne pas être chez toi pendant le couvre-feu. Ils n'ont pas chez toi. Ouais. J'ai lu le headline, mais des histoires comme ça, des fois, je veux comme pas lire au complet. Ça va juste t'énerver. Ben, c'est ça. Pourquoi je me mettrais dans une mauvaise humeur pour la journée? Là? Je sélectionne les nouvelles que je lis quand même. Ouais. Mais il s'est passé quoi avec le projet de Mike? Il voulait construire des cabanes? Finalement, c'est drôle que tu parles de ça parce qu'il m'a parlé de ça lundi. Finalement, le gars a fini les maisons, puis ils se font cette semaine... certaines vont à Longueuil, puis je pense 2 autres villes qui les ont commandées. Mais Mike était fâché parce que ça a pris tout ce temps-là. Mais le gars qui les fabrique a dit à Mike, écoute, les matériels à cause du pandémie, venez pas. Ouais. Parce que Mike pensait que le gars a essayé de le voler. Parce que Mike, comme un con, il a payé immédiatement pour tout. Puis, ça fait 2 mois, le gars ne retourne pas mes emails. J'ai-tu donné 23 000 à quelqu'un puis il va voler ça? Mais après, le gars a envoyé une email. Non, c'est cette semaine. Puis tout ça, c'est à cause que les matériels n'ont pas venu. Ouais. Mais maintenant, ils sont tous finis puis ils commencent déjà à les envoyer à les villes qui les ont commandées. Fait que le projet, rappelle-moi, le projet, c'est amasser des sous pour commander... Non, Mike a payé pour. C'était 23 000 de ses... Mike... je pensais qu'il y avait comme un levée de fonds avec non, ça. On a pensé, peut-être on peut faire une levée de fonds pour ramasser plus d'argent, tout ça, mais Mike, c'était vraiment pour... il a dit ça au public parce qu'il avait besoin de l'aide pour Montréal. Ouais. Parce qu'il y avait des problèmes ici avec la ville, puis Valérie-Plante, tout ça. C'est ça. Alors, il voulait, on va mettre un peu de pression parce qu'on doit aider ces gens-là. Ça va faire froid. Il n'y a plus de monde qui marche à cause du pandémie, puis ça va aller mal. Mais eux, ils ont fait comme une fake. « Oh oui, on veut être avec toi. » Mike avait des meetings, puis tout ça, puis il poussait tout le temps comme « Oh non, pas vraiment, pas vraiment. » Alors Mike a dit « OK, fuck that, je vais le faire moi-même. Je vais voir s'il y a d'autres villes qui veulent les petites maisons. » Puis il a trouvé, je pense, Saint-Jérôme, Longueuil, puis quelque part, il y a une autre ville. Qui ont dit « Oh shit, OK, nous, on va les prendre. » Puis c'est comme ça qu'il les a séparés. Mais il n'était pas content avec ça. Comme il est heureux que maintenant ils sont finis, mais comme fuck, l'hiver est presque fini. Ouais. Alors il était fâché à cause du temps. Mais ça est devenu un peu frustrant quand il a vu que les villes, comme le maire ici, ils s'en foutent du monde. Comme, tu sais, c'est froid, ils sont dehors. Oh non, mais les maisons, ça va pas être beau. Puis c'était toujours des excuses comme ça. Puis c'est comme, tu sais, c'est des personnes. Ouais. C'est des personnes, c'est des êtres vivants. C'est des êtres humains. Like, c'est pas bizarre que toi tu dis comme mais ça va être dégueulasse alors on va le laisser dehors. Je sais que ça a énervé Mike, ça l'a rendu un peu fâché comme t'es comme shit, c'est eux qui c'est le gouvernement mais ils s'en foutent vraiment, si t'as pas d'argent ou whatever, ils s'en foutent de toi. Puis je sais que ça reste pas bien avec Mike, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il essaye de faire de son mieux, mais mais c'est des choses, quand tu vois des choses comme ça te rend un peu jaded de la société. C'est comme, shit, si on va pas aider les gens qui ont besoin de notre aide, on va aider qui? On n'est pas on est des animaux. On n'est pas des êtres humains, si on fait des choses comme ça. Ouais. Alors, puis Mike, je pense, dans sa vie, il a vu plein de petites choses comme ça. Même avec les cours et tout ça, que le monde s'en fout, c'est du fake woke. Alors, je pense pas qu'il aime ça. Il est un peu jaded à propos de ça. Ouais. En passant woke, apparemment, c'est plus hot de dire woke. On dit quoi? Je le sais pas. Woke, Je sais pas si tu as vu ça passer. Là. Moi, c'est le genre de nouvelles, entre guillemets, que je lis. Là, la génération Z qui a comme sorti une liste. C'est offensive? Non, c'est pas offensive, mais comme, tu sais, ils ont la génération Z qui est comme les plus jeunes, là, maintenant. Je pense que c'est comme 10 ans jusqu'à 24 ans, là, qui sont beaucoup sur TikTok. Là. Ouais. Ils ont comme décrété plein d'affaires qui sont plus nice là, en ce moment. Ouais, j'ai vu, ils ont cancellé Dr. Seuss. Le café, c'est non. Le bacon, c'est non. Le café, c'est non? Le café, c'est non. Fuck toute cette génération. Le emoji qui rit avec des larmes, c'est non. Pourquoi? Je sais pas. Mais je me sens tellement fou. vieille. C'est fou. Je sais pas si t'as vu, hier, ils ont cancellé Dr. Seuss. 6 livres de Dr. Seuss. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit que c'est des choses racistes. Il y a beaucoup de choses racistes, puis ils ont peur que les enfants, ils vont interpréter ça, puis ils vont grandir à avoir des images mauvaises dans leur tête. Parce que alors ils ont annulé la production de 6 de ces livres, puis ils vont plus les vendre. Alors moi, je dis ce matin, c'est drôle quand ils disent qu'on doit brûler, on doit arrêter de sortir ce livre-là, parce que peut-être les gens peuvent interpréter puis faire des choses mauvaises plus tard.
ben, ils vont être fucking surpris quand ils commencent à lire le Coran ou le Bible ou des choses comme ça. Ils vont avoir des fucking problèmes. Si ça, c'est offensif. Mais ils veulent pas rentrer dans ça parce qu'ils ont peur de se faire dire islamophobie ou, je sais pas, religious phobe de Christian ou juif ou whatever. Mais tous les livres, si tu les lis dans un autre contexte d'aujourd'hui, puis c'est des vieilles choses, ben, il va y avoir des choses fuckées. C'est sûr. Tu vas pas juste décider de ne plus vendre des livres. Même le livre de Hitler, tu peux l'acheter sur Amazon, Mein Kampf. Ouais. Mais le livre de Dr. Seuss, ça, c'est dangereux. Tu vois, c'est pour ça que je dis le woke culture, c'est stupide. Ça fait pas de sens. Ouais. Moi, en fait, je comprends. Là, puis je suis d'accord que des voix s'élèvent et tout. Là. Mais je trouve que on est beaucoup en réaction. Mm-hmm. Plus qu'en discussion, en échange. Puis c'est ça qui devrait avoir lieu avant tout. Je suis complètement consciente et d'accord qu'on peut être en désaccord avec des opinions, avec des trucs. Mais au lieu de crier sur tous les toits que tu n'es pas d'accord puis qu'il faut canceller, je pense qu'il faut faut plus s'exposer. Ben, moi, je suis pas à l'aise avec ça. Est-ce qu'on peut en discuter? C'est quoi les pistes de solutions, nuancer, tout ça? C'est comme moi, c'est pas comme si je vais lire des livres de Dr. Seuss maintenant. Alors, personnellement, je m'en fous. Non, mais tu sais, ça, c'est un exemple parmi tellement de choses. Mais c'est pour ça, c'est juste que si tu es prêt à faire un jugement comme ça, comme vite, oh shit, c'est offensif, cancelle-le, on ne veut plus voir quelque chose qui, ça fait 70 ans que ça fait partie de la culture américaine ou whatever. Explique-toi pourquoi. Donne des arguments au moins. Ou montre-le pas. Ce livre-là, c'est pas pour moi et mes enfants, c'est bon, mais de canceller tout. Ouais. On peut pas vendre ce livre-là, c'est illégal de vendre un livre comme ça. Mais le livre de Hitler est encore vendu. Je sais pas quoi dire. C'est complètement faux pour moi. Ouais, puis comme si tu dis quelque chose par rapport qui est violent ou agressif, mais je le déguise dans façon que ça fait partie de ma culture. Comme moi, je crée un livre qui est totalement fou, mais je dis c'est grec, ça c'est ma culture. Ils vont avoir peur. On veut pas être raciste, on peut rien dire. Tu sais, ils vont pas avoir le même système. Ils vont être shit, on veut pas avoir l'air de raciste, on peut rien dire. Mais pourquoi? Moi, je pensais que c'est la justice. Alors, on s'en fout que je suis grec ou non. Si je dis quelque chose de mauvais ou je fais quelque chose de mauvais, tu devrais avoir les mêmes standards avec moi, comme on va avoir avec toi, comme lui. Ça doit être comme ça. C'est ça que j'aime pas. C'est le double standard, le fake wokeness. Ouais, il y a beaucoup de double standards. Ouais. C'est vraiment ça qui, je pense, qui m'énerve de tout. C'est qu'on n'utilise pas les mêmes lois pour tout le monde. Mm-hmm. C'est ça qui m'énerve. Le monde a peur de dire la vérité. S'ils sont, je vais tomber dans une boîte. Ils vont me mettre dans comme si moi, je sais pas, Poseidon, j'aime pas quelque chose qu'il a dit, puis le monde dit toi tu chicanes avec lui parce que c'est un homosexuel, puis toi t'es homophobe. Mais non, ça n'a rien à faire avec sa sexualité. Ouais. Moi je suis en désaccord avec son opinion à propos de ça. Il peut être gay, straight, je m'en fous, trans, c'est pas ça, c'est lui, j'ai un problème avec lui, c'est pas le groupe. Mais le monde maintenant c'est vraiment shit, tu t'ostines avec lui, t'aimes pas les Grecs, t'aimes pas, c'est ça qui m'énerve. C'est trop blanc ou noir. Ouais, c'est fucking, j'aime pas ça. Je trouve que c'est trop heavy, c'est trop lourd pour le monde de vivre dans une société comme ça parce qu'ils ont peur de dire leurs vraies opinions à cause qu'ils ont peur de se faire labeler quelque chose qu'ils ne sont même pas. Ouais. Il y a plein de gens qui se font traiter de homophobes, islamophobes quand ils sont même pas à cause qu'ils étaient en désaccord avec quelque chose que quelqu'un d'un groupe a dit. Ouais. C'est évidemment les réseaux sociaux, c'est un fléau pour ça. Là. Ouais, parce que le monde est prêt. Oh oui, non, c'est la seconde que tu cliques sur post, là, c'est comme Ouais. Moi j'ai appris maintenant de m'éloigner des opinions des autres, comme je m'en fous. Si quelqu'un dit toi t'es ça, je sais la vérité, alors c'est comme ok, ça c'est une personne, ça c'est quelqu'un de con. Ben tu sais, de toute façon, si tu préfères avoir des conversations avec des gens que tu trustes là, par rapport à des trucs que peut-être que tu aurais mal fait, là. Ouais. Plus que la société puis Facebook au grand complet, là, des gens qui te connaissent pas, qui vont émettre leurs opinions sur quelque chose que tu as fait. C'est ça, puis c'est pour ça que j'aime les podcasts plus que les posts, parce que maintenant, moi puis toi, on discute, puis on a le temps de parler. Un post, tu peux pas faire... tu peux pas écrire 30 pages. Là, mais c'est ça. Puis maintenant, tu vois, comme moi, le joke que j'avais dit avant pour les livres, attends qu'ils lisent le Coran ou le Bible, si j'avais juste écrit ça sur une tweet, le monde va dire c'est islamophobe, c'est christianophobe ou whatever. Mais à cause qu'ils voient tout le contexte maintenant, c'est difficile vraiment à enlever une partie puis dire non,
C'est ça, tu sais. Maintenant, on a tout le contexte. C'est pour ça que j'aime les long-form interviews, j'aime les podcasts, parce qu'on a le temps de s'exprimer. Ouais. Parce que moi, je pense que Twitter, c'est un grand problème à cause de ça. J'ai jamais Hors embarqué contexte. dans Twitter. Non, c'est pas pour toi. C'est pas pour moi. Non, Tu sais que c'est pas pour moi. Ouais, t'es trop gentil pour ça. Tu sais, comme évidemment, je me suis inscrite dessus quand c'est sorti, mais ça m'a vite mélangé. Là. Juste la façon comment on répond, là, puis tu sais, comment c'est tellement concis, 144 caractères. Ouais, mais non, c'est plus, mais c'est oui. trop agressif, Twitter, parce que c'est vraiment comme n'importe quoi sur... Je regardais Yann hier, tu sais, Yann, il se chicane avec tout le monde sur Twitter, c'est fucking drôle. Yann Terriot? Ah! Oh, c'est drôle. Tu connais pas Yann sur Twitter? Je connais Yann Terriot. Non, je le non. connais Est-ce pas que sur tu Twitter. connais Yann sur Non. Twitter? J'ai jamais été voir. Yann sur Twitter, c'est incroyable. Il chicane avec tout le monde. Il y a plein de comptes. Comme il fait exprès ou... Un peu, oui, parce qu'il va créer quelque chose qu'il sait que ça va énerver des gens d'un côté ou de l'autre. Mais comme il lance-tu lui-même, genre ses propres tweets, ou genre il va voir un tweet les deux. Mettons, ils font les deux. Oui, ils disent quelque chose sur sous-écoute, puis après le monde lui tweet, puis lui, il est fucking drôle. Comme si tu sais qu'il essaie de fucker avec le monde. Mais c'est-tu comme considéré comme un troll? Ou... Moi, je le considère comme un bon fucking troll sur Twitter. Un bon troll. Ouais. Puis j'ai vu ça parce que des fois, moi, je suis sur la liste, comme le monde écrit à moi, puis à Yann, puis à Mike, ou whatever, mais c'est juste pour chicaner Yann. C'est comme, Mike Pantelis, t'as-tu vu ce con-là? Whatever. Puis après, tu vois tout le thread, puis c'est Yann comme, fuck ta mère. Puis c'est comme, tu sais, le monde chicane avec Yann, puis moi, je regarde ça comme, fuck Yann, il arrête pas. Il chicane. Parce que c'est vraiment agressif, Twitter. Ouais. Le monde, il se fâche avec toi pour n'importe quoi, puis c'est instantané. Tu sais, dans 5 secondes, il peut te dire d'aller te faire foutre, puis ils le font. Puis après, même s'ils regrettent, OK, c'était trop agressif, mais c'est déjà sorti. Alors, ça commence, tu sais, la boule. Puis, c'est ça. Moi, maintenant, je pense que je réponds plus des fois comme... J'ai pas l'énergie. Ouais. Je trouve ça fucking drôle. Moi, j'aime quand quelqu'un me dise quelque chose comme niaise ou whatever, puis il vient de quelque part que je suis jamais allé. Ou, tu sais, moi, je dis à lui, je trouve le plus drôle, c'est quand quelqu'un comme de Wyoming va dire comme « Hey, faggot, pourquoi est-ce que tu dis ça? » Whatever. Pour moi, c'est drôle. Quelqu'un de Wyoming qui me connaît même pas me traite de faggot et tu sais, j'ai affecté sa vie aujourd'hui à cause d'une vidéo ou whatever. C'est fucking drôle. Un gars de Parkex, tu sais, j'ai un gars de Wyoming qui est fâché avec moi. C'est drôle. Alors moi, je le trouve ça comme ça. Je le prends pas personnel. Ouais. Comme pourquoi? Tu sais, commence à pleurer. Je vais prendre quelques minutes pour des fois répondre. Puis... Mais c'est jamais arrivé une seule fois que tu t'es fait affecter par un commentaire ou... Pas affecté. Des fois, au début, il y avait des fois où j'étais vraiment fâché. Quand le monde dit des choses qui sont pas vraies, j'étais comme, hey, what the fuck? Non, ça, c'est pas... Puis après, je commençais à apprendre comme... C'est ça le game. Il veut vraiment t'affecter pour que tu réponds, puis tu rentres dans ça, puis ça t'affecte mentalement. Ouais. Puis j'étais comme, c'est eux qui ont les problèmes. C'est eux qui... C'est pas toi. Ouais. Le problème, c'est eux. J'avais même un gars qui me suivait partout, puis écrivait plein de messages partout dans tous mes réseaux sociaux. Puis des fois, je riais avec lui, comme lui, c'est clairement fou. Puis après, un gars a vu ces messages-là, puis c'est un gars que moi, je connais, puis il connaissait ce gars-là. Puis il m'a dit, yo, lui, c'était un vrai fou. Genre, écoute-le pas. Ouais, il venait au bar tout seul, il s'assoyait, puis il boyait tout seul, il regardait les filles bizarrement pour des années. C'est un gars vraiment, vraiment comme fucké. Alors, c'est bon que ça t'a pas affecté s'il dit des choses négatives. Lui, c'est un vrai fou, personne. Puis peut-être il est dangereux même. C'est ça qu'il m'a dit. Il m'a dit, lui, c'est vraiment comme un psychopathe. Puis j'étais comme, je sens bien avec ça, parce que je sais que les commentaires venaient de quelqu'un fou. Ouais. You know? Moi, des fois, évidemment, je lis des commentaires pour toutes sortes de trucs. Là. Des fois, je peux pas m'empêcher d'aller cliquer sur le profil puis faire genre, ah, OK, ouais. Ah, ça c'est le meilleur. À autre chose. Ouais. Ça m'arrive, des fois, je vois quelque chose puis je suis comme, what the fuck? Puis je regarde. Mais c'est ça, quand c'est comme trop agressif, que c'est exagéré, ça se peut comme pas que quelqu'un parle comme ça. C'est plus fort que moi, je m'en vais cliquer sur le profil. Des fois, au début, je disais au podcast, quand j'avais des gens comme ça, parce que, encore, ça m'a pris du temps de sortir mon cerveau de Parkex. J'avais vraiment cette mentalité-là. Alors, je disais, comment que, tu sais, c'est ça l'adresse, tu sais, c'est où le show, viens me fucking voir si t'as un problème. Puis après un certain bout de temps, on a vu que c'est vraiment rare que les gens vont venir te voir en face à face pour te dire des choses.
ça commençait à me calmer. Je disais, comment c'est juste des gens qui ont leurs problèmes, ils veulent vraiment c'est pas personnel, même si c'est à toi, pour eux, t'es un caractère. Ouais. Ils te voient sur les podcasts, tu fais du stand-up, tout ça. T'es pas une vraie personne, des fois, Ouais. pour eux. Alors, c'est juste, ils s'expriment, ils sont fâchés à cause que t'as dit quelque chose, puis ils expriment un caractère. Ils veulent pas te faire du mal physiquement. Tu sais, c'est juste, ils sont vrais. Ouais. Alors, je commençais à penser moins. C'est pour ça. Je comprends. Mais au début, moi, j'étais fou à cause que moi, je prenais tout sérieux comme la façon où j'avais grandi. Alors, je dis, OK, tu parles comme ça, OK, alors on va se voir face à face. Puis le monde était comme, OK, c'est un peu exagéré ton affaire, man. Donc, tu es un humoriste maintenant. Calme-toi. Oh ouais, faut que tu entertaines ton image. Là, quand Ouais, calme-toi. Parce que moi, j'étais toujours prêt. Je suis comme, OK, tu vas aller à prison, tu peux pas frapper le monde. You know? Mais j'ai appris ça maintenant. Puis la majorité, 99% des messages que je reçois, tout ça, sont vraiment positifs. Mais des fois, eux aussi, ils pensent que, tu sais, comme tu dis, avec le podcast ou quelqu'un que tu vois sur scène, ça devient quelqu'un d'inaccessible. Ouais. Fait que, tu sais, peut-être que les gens, ils se disent, je vais écrire ça, mais ça va jamais se rendre à la personne. Mais au contraire, tu sais, surtout comme tu dis, tu lis tous les commentaires, t'interagis. Ouais, avec les je gens. lis, j'interact. Moi, je suis une porte ouverte pour ça. Ouais. C'est juste les emails, des fois, que je ne vais pas recevoir. Parce que mes emails, parce que tu reçois trop d'emails, c'est vraiment filter pour j'ai du preferred sender. Alors, ouais. les gens que je veux recevoir des emails. Alors, il y en a plein d'emails que les gens vont m'envoyer que je sais que je ne vais pas recevoir. Ou des fois sur Instagram ou whatever, si on ne se connaît pas, je ne vais pas voir tes messages. Ça tombe genre dans les messages. C'est ça, alors je ne les vois jamais. Ouais. Alors c'est vraiment là où je ne vais pas voir tes messages. Mais si tu m'envoies, si tu me tweets ou majorité de fois, si c'est pas un grand thread, je vais le voir. Si c'est trop grand, je vais arrêter de scroller. Ça, j'aime pas. Comme des fois, je rentre dans Twitter, je dis quelque chose, puis j'ai comme 29 ou 50 notifications, je ne vais pas les regarder. Ouais. Je vais juste cliquer pour que ça arrête les notifications, ouais. puis je vais continuer. Ah, mais t'es bon d'avoir ce détachement-là, quand même. Moi, je veux juste créer, comme je te dis, moi, je veux juste travailler. Je veux juste faire des vidéos. Mais j'avoue que tu t'occupes toute la journée aussi. Là, ouais, comme, j'ai pas vraiment le temps. T'as pas vraiment le temps, exact. Ouais. Peut-être que Poseidon pourrait les gérer, tes réseaux sociaux. Non, lui, il va fucking écrire trop de choses agressives. Je vais avoir une email. Hey, t'es devenu vraiment fucking sexiste. Il se connaît, il rit en plus. ouais, non, il se connaît. Parce que lui, quand le monde le niaise, des fois, comme pour les podcasts, puis lui, il prend ça au début, Mylène, c'était fucking incroyable. Quand il est venu sur Tout Junk Minimum les premières fois, on était sur Campagne Media, puis il commençait à recevoir des messages négatifs. Il était comme, yo, where the fuck does he live? Yo, tu le connais? Je suis comme, yo, je connais pas, c'est un gars de la Philadelphie, c'est juste une random fan, je connais pas. C'est quoi cette shit-là? Il me connaît pas. Pourquoi est-ce qu'il talk shit? Parce que pour lui, imagine, tu travailles, t'as une job normale. Ouais. Les gens que tu connais pas, les étrangers vont pas te parler. Puis dans une journée à l'autre, maintenant, tu as des messages des gars de New York, de Philadelphie, tout ça, puis ils disent, tu sais, va te faire foutre. Ouais. T'es comme, what the fuck? C'était vraiment pour lui, on l'a vraiment lancé dans ça. Alors, c'était vraiment un choc. Mais comme j'expliquais à lui, même pour moi, la première fois où je suis allé j'ai fait le podcast avec Mike, puis on commençait à se faire connaître aux États-Unis. Au début, le monde, quand ils m'ont premier vu sur Campagne Media, ils me détestaient. Avant qu'ils m'ont vu sur le show, quand ils ont vu l'annonce, ils étaient fâchés. L'annonce que je vais être sur le show avec Mike, moi puis lui, ils connaissaient Mike. Alors, c'est quoi qu'on le connaît? C'est qui l'autre? Fuck ce gars-là, c'est qui? C'était j'avais des notifications des gens. C'était comme, who the fuck is this faggot? Non, j'ai comme, what the fuck, je le connais même pas. C'est quoi ça? Puis après, ils m'ont vu. Puis après, j'ai vu plein de profils. C'était les mêmes gars qui disaient, c'est qui ce? Oh, this guy's fucking funny, this is good. Non. Mais au début, j'avais rien dit pour les offendre. Ouais, laisse le temps au moins de me prouver. Là, ouais, mais c'est ça que Mike m'a dit. Il dit, they're gonna love you after the show, don't worry. Puis c'est ça qui est arrivé. Ils m'ont vu sur le show, puis ils ont dit, oh shit, ok, ça marche. Mais au début, c'est pour ça que j'expliquais à lui, écoute, le monde est comme ça. Ils sont vraiment réactifs sur Twitter et tout ça. Alors, don't worry. Calme-toi, ça va aller bien. Puis comme on a vu avec le Frenchcast maintenant, au début, si tu savais qu'est-ce qui était dans ma tête, qu'est-ce que je pensais dans ma tête, parce qu'au début, j'avais Michel, Yann, Jean-Thomas, des gens que je connaissais déjà pour que je sois confortable. Mais j'étais comme, shit, je vais sortir le podcast en français. Ils vont me niaiser, ils vont dire, c'est quoi ça? On ne peut même pas le comprendre, tu sais, à cause de mon accent, tout ça. C'est comme, oh shit, ça va aller mal, you know? But, tu sais, il y a des gens qui ont demandé, fais-le en français, je vais essayer. J'avais fucking peur que le monde dise, go fuck yourself, on peut pas t'entendre, je veux pas écouter ça. Mais c'était le contraire.
Alors, c'est pour ça que je dis comme des fois, tu sais, le peur, c'est vraiment toi qui le fais. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais trop peur. T'avais trop d'appréhension. Ouais. Mais ça va super bien. Ouais, mais non, ça va fucking bien. On a des fucking commanditaires, c'est fucking... Ouais, ça marche. Mais je pense que tout aide. Parce que je travaille dans tout. C'est le studio, comme... Pour moi, ça, c'est une production company maintenant. Ben, c'est une compagnie de production. On fait t'es plein de choses. hands-on, là, ouais, c'est ça. C'est ça. Alors, ça aide que j'ai de l'expérience, puis j'ai plein de monde. Lui, il savait rien de ça. Avant 1 an, il savait rien de ça. Il commence à devenir expert technique, puis tout ça. Comme aujourd'hui, c'est la première fois qu'on le fait comme ça. Ouais. Que c'est lui qui dirige les caméras, puis tout ça. Habituellement, il est third mic. Il parle avec les invités. Mais aujourd'hui, il a dit non, je veux vraiment commencer à pratiquer, à faire vraiment le producteur de même le Frenchcast. Ben, il faut juste se lancer puis l'essayer, puis au pire, il n'y a pas d'image là, sur ce podcast. On va mettre 2 photos. De moi puis toi, puis l'audio. Parce que je sais au moins que l'audio marche. Ouais, j'enregistre déjà. Enfin. Ben, Méline, écoute, je t'ai déjà gardé trop de temps. Je sais que tu as d'autres choses à faire que de parler avec moi. Je veux vraiment te remercier d'avoir venu ici. Ben là, merci à toi. Merci. Puis tu vas revenir une autre fois. Je vais avoir... Si tu veux, si tu penses que j'ai d'autres choses à raconter. Ouais, mais non, moi, j'étais curieux de ta carrière parce que je pense que c'est intéressant pour le monde de savoir ça. Mais la prochaine fois, je veux qu'on rentre plus dans les choses personnelles, les choses que je connais de toi, les choses que j'aime de toi. C'est pour ça qu'on est devenus amis. On va parler des neiges et de parquet, si c'est ça que tu veux. On va faire un part 2. Ouais, non, c'est sûr qu'on va faire un part 2. Mais je suis sûr que le monde va trouver ça intéressant. Comme je te dis, c'est... Puis au pire, j'ai passé un super beau moment de jazz. Oh, moi j'adorais ça. Super longtemps. Honnêtement, je sais comme ça fait longtemps que j'ai pas parlé à quelqu'un en personne parce qu'on est tout en confinement. Non, on avait besoin de ça. Ouais, j'avais besoin de ça. Non, ça nous a fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Ben écoute, lien dans la description. Fucking suivez Méline. Suivez mon chat aussi. Chat, puis bonne nourriture sur Instagram. Puis c'est ça. Go fuck yourselves. Merci. Non, pas pour ça.